même la déontologie qui encadre le métier du journaliste au Cameroun. Et à cet effet, les intrépides détracteurs sont déjà d'or installés dans ce studio et sur ce plateau. Joseph Arsène Batchogo, ressortissant de la région du centre, il aura ainsi la lourde responsabilité d'analyser et même de décrypter l'actualité qui lui sera ainsi déposée sur la table ce matin en plat d'entrée. On vous parlera très certainement, dans le cadre de la rubrique On en parle, de ce grand procès ou alors de la présence du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, au Conseil constitutionnel. C'était donc prévu pour ce mardi 21 janvier 2025. Que se passe-t-il concrètement de ce côté? Le pourquoi de cet attachement, le pourquoi, j'ai envie de dire, de cette présence au Conseil constitutionnel. On aura ainsi la lourde responsabilité d'en parler dans le cadre de ce programme. Julio Axel Diop, ressortissant de la région du littoral, lui aussi répond à l'appel de son devoir ce matin, bientôt installé à son siège. Il aura la grande et la lourde responsabilité de décrypter l'actualité qui lui sera également soumise dans le cadre de cette production pour ce mardi, mesdames, messieurs. En thématique centrale, nous allons tout simplement faire un particulier tour du côté du centre de formalisation et de création des entreprises dans la ville de Yaoundé. On dénonce des malversations financières de ce côté. Que se passe-t-il concrètement? Nous aurons ainsi le temps de vous donner toute l'information, mais la bonne dans le cadre de cette production, mesdames, messieurs. Merci de nous faire davantage confiance. Je suis l'unique étoile du drapeau camerounais, Romaric Franck Nouafeu. J'ai ainsi le bonheur et même l'honneur de modérer encore les échanges de ce matin. Joseph Arsène Batchogo, bonjour et bienvenue. Bonjour Romaric Nouafeu, bonjour à nos téléspectateurs. Je ne sais pas pourquoi tu fais la fixation sur l'origine pour l'ère géographique. Moi, je suis citoyen du monde. Je suis citoyen camerounais. Je vis partout au même moment et je me sens chez moi également partout. J'ai vécu 6 ans au Grand Nord, j'avais une base en Gaoundé, je me sentais chez moi. J'ai vécu également dans le centre, j'y ai séjourné de manière régulière dans le littoral, au sud, au sud-ouest, au nord-ouest. Je suis l'un des rares citoyens camerounais qui connaît tout le Cameroun. Toutes les 10 régions, j'allais dire. Il n'en demeure pas moins que vous, fondamentalement, soyez un ressortissant de la région du centre. Même si vous êtes camerounais. Pour moi, ce n'est pas important. Non, c'est peut-être important dans le cadre d'une introduction comme celle-ci. Pour moi, Joseph Arsène Batchogo. C'est clivant. Non, ce n'est pas clivant. Pour moi. Pour vous, c'est clivant. Pour vous, pour l'heure, c'est clivant. Sauf que, Joseph Arsène Batchogo, permettez-moi de vous relancer sur la question pour vous rassurer qu'il n'y a rien de clivant. Vous savez, chaque présentateur, chaque modérateur d'un plateau aussi sérieux comme celui-ci doit avoir son astuce et sa touche particulière en tant que présentateur. Joseph Arsène Batchogo, il n'y a rien contre ton âge. Joseph Arsène, pour moi, c'est clivant. Joseph Arsène, il n'y a rien de mauvais. Il n'y a rien de mauvais. Non, permettez-moi. Pour moi, c'est clivant. Joseph Arsène Batchogo, oui, ce n'est pas clivant pour vous parce qu'à la réalité, de toutes les façons, ce n'est pas clivant parce qu'à la réalité, vous allez vous y habituer chaque fois que vous serez présent sur le plateau. On va également faire le même débat. Voilà, c'est la formule que je vais tout le temps introduire. Pour moi, c'est clivant. Non, il n'y a rien de clivant. Il n'y a rien de clivant, Joseph Arsène. Dans le cas de mon introduction, vous allez souffrir. Ce sera la formule idéale à adopter et chaque jour. Merci en tout cas d'avoir accepté de reprendre présent à l'appel de ce devoir ce matin dans le cadre de cette émission particulière. Permettez-moi d'accueillir également Julio Axel Diop, une figure très importante et même emblématique dans le cadre de cette sortie de la semaine. Julio, merci encore de nous faire honneur et même le bonheur de répondre présent. Vous aurez la lourde responsabilité, je le dis, de nous balader du côté des États-Unis d'Amérique alors que Donald Trump a encore prêté serment, c'était hier, en tant que 47e président de ce côté. Il a d'ailleurs occupé cette fonction. L'honneur sera certainement pour nous de regarder un tant soit peu ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, quels sont ses projets fondamentaux. Merci de partager le plateau avec nous ce matin, Julio Axel Diop. Bonjour et bienvenue. Vous allez bien? C'est visible. On peut savoir que mon micro ne fonctionne pas. Oh, ce qui est certain, c'est qu'on a des ingénieurs son qui, finiront justement. Je n'ai pas honte, je ne suis pas gêné de signaler aux
gens qui nous regardent mon micro. Non, il n'y a pas du tout de gêne. Est-ce que ça fonctionne finalement? Voilà. Voilà, je recommence donc mon introduction. Allez-y, Julien Arcel. Je vais commencer par saluer l'ensemble des personnes qui nous regardent ce matin. Oui. Et j'ai dit que c'était un réel plaisir d'être là tous les matins pour servir à la bonne information et la bonne actualité aux millions de Camerounais qui sont fidèles à ce rendez-vous. Merci encore de nous honorer de votre présence ce matin. Peut-être en sujet d'entrée, c'est une mise en bouche. Je le disais à l'entame de ce plateau, le scandale qui a été enregistré au centre de formalité de création d'entreprises dans la ville de Yaoundé, ici dans la capitale politique. On parle des malversations et même des triportages en série constaté de ce côté. Joseph Arsène Batiogo, hier, il y a eu une réunion pour justement dénoncer les figures qui se sont enregistrées dans cette mauvaise pratique, sauf que la réunion n'a accouché que d'une souris. L'occasion pour nous est encore de remettre sur la table les malversations financières constatées non seulement dans certaines institutions ministérielles, mais aussi au sein de certaines entreprises publiques comme parapubliques au Cameroun. Moi, j'allais dire que je suis très étonné si l'issue avait été positive. J'aurais été très étonné. J'aurais été extrêmement surpris qu'un projet soit mené chez nous et qu'on n'évoque pas les questions de malversation. Ça aurait été une grande surprise. Donc pour moi, c'est les choses qu'on attend. Moi, je m'attendais à ça. Chaque fois qu'il y a un projet et que ça circule des sous, ce côté, bon, ben, on s'attend à ce que les mécontents puissent pouvoir manifester et dire que ça n'a pas marché. Ben, lorsque le partage du gâteau s'est fait de manière acceptable, personne n'en parle. Personne n'en parle. Lorsque ça commence à parler de partout, ça veut dire que le partage n'a pas été équitable. Ou tout au moins, certains ont été lésés parce que la cupidité et l'avarice sont des défauts qui ont une particularité, c'est que plus tu en pratiques, plus tu deviens accro. Tu as la boulimie complète de la cupidité. Et c'est ce qui peut expliquer que quelqu'un n'a ni enfant, ni aucune jeune fille, même à son enceinte, ne l'a trompé, même par un autre type que j'ai été enceinte de toi. Mais il entasse, il amasse des millions, des centaines, voire des milliards. Il n'investit pas. Mais dès qu'il en voit encore une occasion, il prend. Il trouve 5 000 qui sont tombés devant lui, il va ramasser. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant que des malversations, des scandales. Nous ne sommes pas habitués, mais habitués à entendre, peut-être pas habitués à vivre, parce que moi, je ne m'accorde pas à la médiocrité, à l'échec. Nous sommes habitués à entendre des scandales extrêmement. Dès qu'on parle de projets dont le chiffre, pour moi, le résultat, c'est qu'il y aura des détournements. Tant qu'on est sous ce régime, sous le renouveau. Donc, pour moi, il n'y a rien d'étonnant. Donc, vous êtes en train de nous dire fondamentalement que c'est un véritable problème systémique, comme dans toute autre institution. C'est le contraire qui m'aurait surpris. D'accord. Le contraire de ce que la situation, le projet soit géré, les sous qui ont été mis à disposition soient canalisés vers des destinations préalablement définies. Et je le disais quelque part que je n'arrive pas à comprendre. Parce que l'effort intellectuel qu'on fait pour pouvoir détourner, saupoudrer et falsifier les chiffres est double par rapport à l'effort qu'on est censé faire pour réaliser ce tout simplement pourquoi on t'a demandé. Parce que le projet, il est pensé. Il est chiffré, budgétisé, les étapes sont séquencées. Le mettre en œuvre n'est même pas du tout compliqué. D'accord. Mais l'effort qui consiste donc à détourner, à contourner les éléments de transparence, à masquer et à gonfler les chiffres, c'est un effort double. Mais les Camerounais sont tellement intelligents parce qu'ils réussissent toujours et toujours à voler de l'argent public. Julien Arcel-Job, tripotage en série, les malversations constatées au centre de formalité et de création d'entreprises dans la ville de Yaoundé. Cette institution n'est pas en reste. Parmi tant d'autres, le constat a d'ailleurs été fait par la CONAC, la commission justement en charge de la corruption dans notre pays. Aujourd'hui, les choses semblent davantage aller de mal en pis. En espérant que mon micro fonctionne. Ne soyez pas inquiets. On parle de tripotage. On parle de quoi concrètement? Parce que je trouve que c'est un petit peu... enfin, c'est pas détaillé. Qu'est-ce qui a été tripoté?
Au centre de formalité de création d'entreprise de la ville Yaoundé, il y a eu des hauts responsables de ce côté qui ont détourné une importante somme d'argent. On parle des sommes avoisinant 300 millions de francs CFA. Et les individus ayant été ainsi, je veux dire, décelés, il y a eu donc réunion hier pour que les sanctions puissent tomber et que ceci soit traduit devant les juridictions compétentes, sauf qu'à l'issue de la réunion d'hier, en tout cas, elle n'a accouché que d'une souris. Ah, c'est à ce niveau qu'intervient le tripotage. Et la malversation. Non, la malversation elle est un fait. Les gens ont détourné de l'argent. Pour en l'argent. arriver là, il faut tripoter un tout petit peu. Je vous avoue que je ne comprends pas exactement où se situe le problème. Vraiment, je ne sais pas. Un matin, on veut parler de malversation en contexte camerounais où, même sur la respiration, les gens font des malversations. Je veux comprendre exactement à quel moment se situe le tripotage. Est-ce sur la manipulation des chiffres, dont les comptes d'exploitation, ou alors c'est au moment de rendre le verdict? À quel niveau est-ce Non, lors de la manipulation des comptes, bien évidemment, parce que le constat relatif à la malversation n'est que la conséquence de ces mauvais chiffres ou alors de la mauvaise manipulation de ces comptes, des mauvais chiffres donnés à qui de droit et bien d'autres choses encore. C'est à l'issue des comptes qu'on se rend compte effectivement qu'il y a eu malversation. Je suis d'accord. Vous voulez qu'on parle de quoi? Jules Arsène Diop. Pour ce matin, en sujet de mise en bouche, nous parlons de la malversation et du tripotage qui se passe ou qui s'est passé au centre de formalité de création d'entreprise. Maintenant, ça peut arriver que vous n'ayez pas l'information, Julio. Non, vous ne l'avez pas cherché? Cherchez quoi, Romaric? Vous voulez qu'on parle de quoi? J'ai vu ce sujet ce matin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Julio Arsène Diop, votre fait d'actualité. Je n'ai pas encore fini avec ce sujet. Puisque soyons un peu... visiblement, Romaric. Vous voulez qu'on parle concrètement de quoi par rapport à ce sujet? Il y a une malversation de près de l'ordre de 300 millions de francs CFA. Ok. Après, on a convoqué un conseil d'administration où il fallait sanctionner les gens. Ok. Sauf que ça a couché d'une souris. D'accord. Nous, à notre niveau, on parle de quoi? J'ai entendu Arsène faire des théories, des développements. Je me suis dit, mais attends, comment il lui a échappé qu'on parle d'un sujet un peu délicat? Malversation au niveau de... Vous appelez ça comment? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit un peu sérieux. On ne peut pas, dans ce Cameroun aujourd'hui, s'étonner, d'une dysfonctionnalité au niveau des finances, au niveau du tripotage, encore que très souvent c'est le tripatouillage, au Cameroun. Maintenant, en troisième position, quand conseil siège en contexte camerounais ou dans la chaîne, jusqu'au DG, tout le monde est mouillé. Non, peut-être même au PCA. Que tu sois étonné que ça accouche d'une souris, ça me pose un problème. Mais au Cameroun, tout fonctionne de manière à ce que de la base au sommet, tout le monde est mouillé. Vous pensez qu'il peut y avoir des tripotages, comme vous le dites, dans cette agence-là, que le DG n'en soit pas informé, que le PCA ne soit pas dans le réseau, dans le couloir? Vous voulez qu'on parle de quoi? Je ne fais que poser la même question à cette table aujourd'hui. Ça semble donc être évident. C'est un non-événement. D'accord. C'est là où je veux en venir. Pas de mon fait d'actualité. Commençons par dire et reconnaître que c'est un non-événement. Nous l'avons certainement reconnu, c'est pourquoi je vous ai amené à passer à autre chose. Non. En parlant de votre fait d'actualité. Vous posez la question de savoir de quoi on parle n'a pas de sens. Non, ça a tout son sens. Mais maintenant, le fait d'avoir compris que pour vous, ça n'intéresse pas, c'est un non-événement, je vous ai donc amené à parler d'autre chose. Et donc de votre fait d'actualité. On parle de quoi concrètement? On parle de quoi? De rien, justement, c'est un non-événement. Vous avez vu Arsène développer des théories qui semblent déjà être connues. Vous dites qu'on a développé un réseau à l'agence et on a détourné l'argent. Et vous estimez que c'est connu, c'est un fait, c'est normal au Cameroun. Supprenez. Le DG doit être au courant pour le faire, le PCA est au courant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Julien Arsène Diop. Parce que vous faisiez la consigne, vous posez la question. Il faut qu'on se comprenne, Julien Arsène Diop, il faut qu'on se comprenne. Vous avez estimé que c'était un non-événement. Dans l'ensemble de vos questions, je vous ai compris. Maintenant, Joseph Arsène Batsogo, lui, il a pris position et il a dénoncé effectivement que ces malversations ne sont une surprise pour personne. D'ailleurs, c'est ça quoi nous assistons. Non, mais bien sûr, c'est de son droit. C'est de son droit. Julien Arsène Diop. Avec vous maintenant, revenons partager votre fait d'actualité. Bon, enfin, c'est encore un cas social. Hein, je vous rassure que je vais m'en sortir dans le cas de la modération de ce plateau de ce matin. C'est le problème d'un monsieur qui nous a été posé hier soir.
il se plaint d'une situation, il dénonce une situation qu'il faut absolument prendre au sérieux. Il a deuil. Il a endeuillé. Et au même moment, il a une de ses copines qui a également perdu un de ses cousins. Sauf que le monsieur, lui, il a perdu son papa, qui est à la morgue en ce moment. Mais la copine lui a demandé, Allez-y, allez-y. la copine lui a demandé, malheureusement, contre son gré, contre toute attente, de respecter d'abord les délais prescrits par la famille en termes de contribution dans sa famille à elle, avant de s'occuper des questions relatives au corps de son père qui est à la mort. Il estime quand même qu'il y a un peu de délicatesse dans ces choses-là. Lui, il porte tout un deuil sur son dos. La copine en question, il ne s'agit que d'un cousin. Mais sa femme ou sa copine le contraint absolument à reverser d'abord les contributions au niveau de la famille là-bas, en priorité et en urgence, en délaissant la situation qui est la sienne, lui qui porte un deuil, le deuil de son père. Il veut savoir quoi penser de cette copine-là. Il veut surtout savoir si c'est normal qu'elle lui mette autant de pression pour une histoire de cousin. Voilà le problème de ce matin. Joseph Arsène Batchego, c'est un problème un peu très particulier ce matin, je vous avoue. Parfois, je ne sais pas où je sors avec ces faits de Là, on nous société. pose des problèmes que nous mettons sur la table. D'accord, allez-y. Beaucoup de femmes, beaucoup de copines qui vivent en copinerie fonctionnent comme des ambassadeurs qui viennent défendre les intérêts de leur famille auprès du pays d'accueil. C'est exactement comme ça que beaucoup de femmes fonctionnent et réfléchissent. Certaines même sont allées en mariage, font des enfants, mais elles hypothèquent les intérêts de sa propre famille qu'elle a fondée, ainsi que les intérêts de ses enfants, pour privilégier et satisfaire les besoins et les intérêts de sa famille. Les enfants sont affamés, mais parce qu'elle a un petit frère, une cousine qui lui a posé un problème, elle veut servir de paraître de ce côté-là. Elle n'a pas encore un toit, mais elle sert son mari, elle lui met la pression d'envoyer 300 000 à sa mère, qui va aller en villégiature dans des histoires de tontine, je ne sais pas moi, des affaires de pagne sont montées, ils sont descendus. Oui. Au final, elle ne pense pas construction. Elle ne pense pas comment planifier des projets avec son mari et économiser. Ça c'est réglé. Donc, beaucoup se retrouvent donc dans une situation comme ça, avec des voyelles à la maison, appelant femme, appelant copine. Pour le cas d'espèce, première des choses, il faut vérifier la nature de ce cousin très spécial. Parce que les femmes, certaines sont capables d'avaler tout un serpent, elles essuient la bouche, tu ne vois même pas de traces. Elle avale tout un serpent. Et tu ne vois pas de traces. C'est-à-dire qu'elle peut être chez toi, mais encore qu'une histoire de copinerie, il y a des filles qui sont devenues, qui pratiquent déjà la fidélité plurielle, Oui. près de 3-4 copains au même temps. Donc, elle est fidèle à ses 4 copains, mais toi, celui chez qui elle réside, ou celui chez qui elle séjourne en permanence, les autres, c'est pour aller livrer les prestations libidiques, tout simplement. Donc, comment tu peux comprendre donc un cousin qui devient, c'est même pas son frère, même quand ce serait son frère, ton beau-père, le père de ton mari est couché, le gars réfléchit encore quelle est la stratégie pour planifier les obsèques. Toi, tu serres les taux qu'il faut d'abord liquider la situation passée auprès de ton cousin. Elle indique les délais de contribution. Vous voyez que c'est... Poursuivez, Joseph. C'est une ambassadrice qui est venue défendre les intérêts. Moi, peut-être pas. Si ça avait été peut-être son frère, ou sa soeur directe, ou son parent, Tout à fait. on l'aurait qualifié d'égoïste. On l'aurait qualifié d'insouciant. Tout à fait. On l'aurait qualifié d'irresponsable, parce que tu ne peux pas... c'est pour ça que le mariage à l'époque était une très bonne chose. Quand tu y allais en mariage, oublie ta famille. Mais la modernisation a amené à relativiser, la modernité a amené à relativiser un certain nombre de choses. Tu y vas, tu y allais, tu appartenais déjà à cette famille. Ton séjour dans ta famille d'origine n'était justifié que pour des cas de force majeure, comme les mariages, comme les deuils directs.
Et un séjour extrêmement limité et réduit dans le temps et dans l'espace. Mais aujourd'hui, elles se comportent véritablement comme des ambassadrices. Donc moi je dis, il faut que ce gars creuse en profondeur pour savoir quelle est la nature de ce cousin très très spécial. Est-ce qu'il ne fait pas partie de ces personnes chez qui sa copine a des contrats de prestation, de livraison des services libidiques. Donc, parce que, question par là, je l'ai dit, je n'arrive pas à comprendre comment, pour les hommes, depuis la nuit des temps, ils ont été polygames, on peut le comprendre. Mais pour les femmes, on sait que quand elles y vont, à l'époque, c'était des propriétés, aujourd'hui, c'est devenu des partenaires. Comment une seule fille peut se retrouver avec 2, 3, 4 personnes? C'est toute la question. Avec qui elle est capable d'entretenir divers types de relations sexuelles, des relations entre guillemets, soi-disant amoureuses. Et peut-être vous, si elle était, elle te chante tous les petits noms coquins et tout le reste là. Alors, comment déjà, je le harcèle, comment est-ce qu'on qualifie ce genre de pratique-là? Comment est-ce qu'on le qualifie? Vous avez écouté Joseph Arsène qui a fait bien de revenir justement dans la culture néo-traditionnelle. Comment est-ce que les choses se passaient de ce côté? Aujourd'hui, on a l'impression que plusieurs jeunes s'inscrivent dans certaines dérives comme celle-là, si on peut les appeler ainsi. Mais selon vous, comment est-ce qu'on qualifie ce genre de pratique? Non, je pars également du postulat de Arsène. Quand il dit que si c'était son frère direct ou sa sœur, on aurait pu croire ou se dire qu'elle est égoïste. Tout à fait. Mais quand il s'agit d'un cousin, quand même, on est en droit de penser qu'elle doit avoir un problème d'équilibre mental. D'équilibre mental. Donc, moi, je pense que soit c'est l'ignorance, soit c'est l'indélicatesse. Les deux étant liés, étant pas incompatibles, je pense que c'est un mélange des deux. Peut-être qu'elle n'est même pas consciente de la gravité de cet acte. Quand il m'est arrivé de conseiller ce monsieur, je lui ai dit qu'il faut également tenir compte du fait que nous n'ayons pas le même bagage intellectuel. Il peut s'agir d'un cas où elle ne sait même pas que ce qu'elle fait est mal. Tu es le chef de ta famille, tu es encore à la morgue. C'est à toi de réfléchir à comment dégager 1,5 million ou 2 parce que les autres contributions ne viennent qu'en supplément. Parce que toi tu as, quand tu as un deuil vraiment, tu donnes à fond, c'est toi qui dépenses l'argent, personne d'autre. Et qu'elle en vienne quand même à te rappeler à chaque fois avec pression les délais de son deuil à elle, le deuil de son cousin. Et t'indiquant que les délais prescrits pour contribuer, c'est par exemple dans quelques jours. Ça veut dire qu'elle n'est même pas consciente de ce qu'elle fait, elle n'est même pas consciente de la douleur qui te traverse en ce moment. Peut-être qu'il faut la prendre au niveau qui est le sien, là où elle se trouve exactement. Peut-être que tu as voulu élever quelqu'un qui ne mérite pas d'être élevé. Ben si c'est une question de sentiment qui vous lie, faites l'effort de rester avec elle, mais en la prenant pour ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire une idiote. Ça l'a un peu choqué, mais après il a trouvé beaucoup de vérité dans ce que je lui disais. Est-ce que tu es sûr qu'elle comprend même la douleur qui t'anime en ce moment? Tu as perdu ton père. Tu vas l'enterrer dans quelques jours. Mais elle, ce qui est important pour elle, c'est que tu gères d'abord le deuil de son cousin. Elle pense que tu prends l'argent et pour gérer le deuil de son cousin et pour gérer le tien. Ouais. Non. C'est celui qui compte sur lui. Elle a les barons dans sa famille qui n'attendent que des contributions. Oh, toi, tu n'es même pas sûr d'en avoir. Donc, peut-être qu'elle ne le fait pas exprès. Trouve un moyen de trouver l'équilibre entre l'amour que tu as pour elle et la réalité qui veut qu'elle soit conne. C'est cet équilibre qu'il faut trouver s'il faut rester avec elle. Il m'a dit, j'ai compris, même si j'estime que c'est un petit peu trop dur, ça se rapproche de la réalité. Alors, finalement, Joseph Arsène, quel est le conseil qu'on peut donner dans ce genre de cas-là, finalement, pour s'en sortir? Vous avez la maîtrise, justement, de certains sujets. Qu'est-ce que vous pouvez adresser personnellement à ce monsieur? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil? Moi, ce garçon doit se considérer qu'il est un cavalier solitaire. Il n'a pas d'être tel que prévu par Dieu. Que la femme est une aide. Qu'il a plutôt à côté de lui une escroc, une malhonnête, une sorcière à la limite. Alors, la première des choses qu'il faut chercher à savoir, est-ce que ce fameux cousin-là, c'est vraiment un cousin? Et de deux, quelle est cette proximité aussi étroite entre ce cousin au point où elle traverse le corps
manière de parler, de son beau-père, le père de son mari. C'est lui qui a pris de la peine pour élever l'homme sur qui elle chante les chansons d'escroquerie et de flatterie. Deuxième des choses, moi, à la place de ce garçon, je me sépare de toi. Tout simplement. Je te licencie. Voilà. C'est peut-être la solution que vous préconisez. Donc, je te licencie parce que la chancellerie, là, je ferme les portes et puis parce qu'elle n'est pas bienvenue. Ça n'a aucun sens, ça. Au moment où tu dois consoler ton mari, tu dois contribuer à une réflexion concertée pour qu'il puisse pouvoir enterrer l'homme qui l'a mis au monde, son père. Tout à fait. Toi, tu viens avec les délais de contribution pour un cousin. On ne sait pas si c'est un vrai cousin, un cousin buteur, un cousin qui peut réveiller beaucoup de soupçons d'infidélité. Parce que beaucoup Arsène, le cousin, lui, il est certain quand même. Ah ouais, voilà. Même si le cousin est certain. Donc, c'est quel égoïsme ça? Ça veut dire que toute parité faite, si son parent, le parent de la femme est couché, le parent du gars est couché, il va dire laisse d'abord ton parent, allons d'abord enterrer le mien. En fait. Ça n'a aucun sens. C'est la même transposition que j'ai faite. Ça n'a aucun sens, c'est ça. C'est le genre de femme qui, ta mère, ton père est malade, gravement malade, sa cousine ou sa petite soeur est en train de se marier, les enfants de sa petite soeur se communient, elle te dit, elle te force à aller à la fête, abandonnant tes parents. Là, non, c'est pas une femme ça. Donc mon conseil, c'est que il licencie cette femme-là. Tout simplement. Oh, oui. Je cherche une vraie femme. Parce que celle-là, la longue, elle finira parler d'un AVC. Est-ce que Julio Arcel Job partage justement ce point de vue? Je dis que la différence avec cette nouvelle saison d'Horizon Midi, c'est qu'au-delà de la pertinence de ceux qui sont souvent passés étant assis à ce siège-là, parce qu'il faut le tenir, il faut noter que à présent, je détiens le record en termes de chronique sur ce plateau, c'est que désormais, il y a une pensée prophétique, une analyse prophétique sur le plateau et un peu de sagesse. Donc, quand ça vient de l'aîné, Joseph, c'est qu'il a pesé le pour et le contre. Il a analysé les contours de la situation et il est parvenu à un résultat qui, au moins, pourrait faire le consensus au sein de la société. Se mettre en marge, moins à l'écart d'une telle analyse, c'est faire preuve de mauvaise foi. C'est à peine que je n'ai pas eu le courage de lui dire de s'en séparer. Je lui ai dit, et je maintiens encore, trouve l'équilibre juste entre l'amour que tu ressens pour elle et l'idée d'accepter qu'elle est idiote pour quelqu'un comme toi. Ça veut dire exactement la même chose, sauf qu'on le dit de deux façons différentes. Il y a d'une part la sagesse qui le dit et d'une autre part l'intelligence qui le dit. Donc, il doit comprendre dans la vérité que ce n'est pas une femme qui est faite pour lui. Mais s'il pense qu'il est tellement amoureux pour se séparer, qu'il la remette à l'école de la vie, à l'école de fait, à l'école de je ne sais pas trop quoi, mais il faut la rééduquer. Ça ne se fait pas. Romaric, c'est indélicat, c'est immoral. On ne peut même pas le penser. Comment vous faites pour faire pression sur votre compagne, sur votre conjoint qui a deuil, son père qui est à la morgue, pour une histoire de deuil de votre cousin, en présent les délais prescrits par votre famille, pour qu'ils se mettent et qu'ils se mouillent à fond, en lui disant clairement que vous comptez énormément sur lui. Donc c'est même pas que ça se limite à ça. C'est qu'on te fait d'abord comprendre que ta contribution est tellement si grande et importante que si tu ne la donnes pas, le deuil pourrait foirer. C'est toute la question, Julio Arcel, Joseph Arsène Batsogo, retenons simplement qu'il doit très rapidement s'en débarrasser. Joseph l'a si bien dit, la licenciée serait certainement... Elle n'est pas employée. Non, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Merci en tout cas pour ce fait d'actualité-là, Julio Arcel. Merci également pour ces solutions apportées, tout en espérant qu'il mettra tout ce qui a été dit ici en implémentation pour enfin voir... Je précise qu'il regarde l'émission. Voilà, sa vie est très stable. Merci en tout cas. Il vient même de réagir. Voilà, merci infiniment. Alors, Joseph Arsène Batsogo, certainement quelques secondes avec vous, votre fait d'actualité de ce jour. Pour moi, c'est
les 340 milliards que le Cameroun va désormais perdre chaque année, on s'est perdu d'ailleurs, parce que vous voyez, le Tchad n'a aucune ouverture à la mer. Et avec les échanges, tout au moins la structuration des échanges commerciaux au niveau mondial, il a été prouvé que les bateaux sont les seuls moyens de transport des marchandises lourdes entre les pays. Et le port de Douala, pendant de très nombreuses années, a servi d'ouverture à la mer à plusieurs pays, parmi lesquels le Tchad, plusieurs pays de l'interland africain. Mais sauf que les autorités de chez nous ont brillé par beaucoup de tracasseries, notamment la douane, la police, la gendarmerie. Ça a exacerbé le gouvernement tchadien et ils ont décidé d'aller signer une convention de transit avec les autorités équato-guinéennes. Et la presse l'a relayé. Aujourd'hui, il y a le journal La Revue. Qui en a parlé? Oui, qui en a parlé, qui dit quand la corruption fait fuir le Tchad pour les ports de la Guinée équatoriale. Les détails sont pour contrôler les tracasseries policières et douanières sur le corridor Douala-Bangui-N'Djamena. Les autorités tchadiennes et équato-guinéennes ont signé un accord maritime et terrestre pour le transport des marchandises. On dit qu'on va décharger au port de Bataou, Malabo, je ne sais plus quelle est la ville qui est au bord de la mer. Et puis les camions vont traverser tout le pays, traverser le Gabon, traverser le Congo, traverser la RCA et ressortir au niveau de Mundu pour arriver à N'Djamena. Vous voyez. La ligne désormais empruntée peut être double, mais les Tchadiens l'ont préféré. Regardez le manque à gagner qui est causé à cause. Ces routes ont été construites par nos impôts, parfois par des dettes prises sur notre dos. Au moment où il faut rentabiliser les routes, les gars vont en route des douaniers et les policiers pour s'en faire plein les poches. Tout à fait. Quand tu quittes Douala pour arriver à Yaoundé, c'est 3 péages. Alors, chaque camion paye au moins 3 tickets. Tu quittes maintenant Yaoundé, tu arrives à Bertois, c'est au moins 3 péages. Tu quittes encore Bertois, tu arrives à Ngaoundéré, ça doit être un péage. Tu quittes Ngaoundéré pour arriver à Maroua, c'est au moins 3-4 péages. Donc chaque camion laisse en moyenne sur le tronçon 5000 de péages. C'est même insuffisant. Hein? C'est la moyenne. Voilà. Sans compter les taxes douanières que je ne connais pas et les parkings payants, les frais qu'on laisse au niveau des pesées, des ponts bascules, ou des etc., etc., etc. Sans compter le carburant qu'il faut consommer en route, parce que quel qu'en soit le plein de carburant, aucun camion ne peut faire Douala N'Djamena sans se ravitailler. Sans compter l'argent qu'ils déposent dans les auberges, dans les hôtels pour se reposer, y compris auprès de nos filles qui profitent souvent pour leur faire d'autres types de services. Tout ça, ça ravitaille l'économie. Et les chiffres sont donc plafonnés à 340 milliards. De France, combien de puissants projets, avec 340 milliards, le Cameroun est capable de produire du riz, on le vend à 125 francs le kilo, au lieu de 800 et 1100 aujourd'hui. Donc voilà pour moi un autre scandale qui ne me surprend pas, mais qui est quand même un scandale de trop. Ce n'est pas un partenaire comme celui-là. Mais les autorités sont silencieuses. Jules Saint-Jean, vous maîtrisez certainement cette actualité. Le Tchad et la Guinée équatoriale qui ont signé véritablement cette convention de transit. Joseph Arsène qui a dénoncé un certain nombre de faits qui sont malheureusement des réalités sur le terrain que nous vivons. Comment est-ce que vous appréciez, comment vous avez apprécié cette actualité? On parle quand même d'une somme assez importante, 340 milliards de francs CFA chaque année au Cameroun. C'est en tout cas la somme que cette démarche devrait infliger à notre pays en un an seulement.
vous m'avez esquissé un sourire Tout à fait. quand vous entamiez votre question. Alors je souriais parce que vous avez dit que cette fois-ci, je semble maîtriser cette actualité. Alors que plutôt, vous me rappeliez que je ne maîtrisais pas celle sur l'agence de promotion des petites entreprises. C'était une parenthèse. C'est une parenthèse. Je peux comprendre votre gêne qui est celle de modérer un plateau comme celui-ci avec des chroniqueurs spécialistes de l'intrigue. Je peux vous comprendre des fois. Que ce soit moi ou M. Bachakou, on n'est pas facile. Ça, je dois le reconnaître. Ah bon? Maintenant, non, je peux comprendre pas votre gêne. Il m'arrive des fois même d'oublier que c'est un plateau où on ne se tutoie pas. Je me tourne de vous dire tu. Pourtant, non, c'est pas la règle ici. C'est un plateau sérieux. Allez-y, partagez avec nous. Comment est-ce que vous avez accueilli cette actualité? Faire vivre à nos téléspectateurs la télé-réalité. Oui, sauf que pour faire vivre, il faut prendre en compte la notion de temps. La télé-réalité. Allez-y. Pour revenir à votre question, oui. Les 300 milliards et poussières ne représentent pas ce que le Cameroun paye. Ça s'appelle le coût d'opportunité. Ce qu'on pourrait payer. Ça ne représente pas ce qu'on gagne. Il faut bien l'expliquer aux gens. En fait, on gagne 6 fois plus. Ça, c'est le strict minimum qu'on pourrait payer en ne faisant aucun effort. C'est le coût d'opportunité. Alors, je vous explique un petit peu comment ça se passe. On l'a souvent dit, il faut noter que le Cameroun n'est pas la seule option pour le Tchad pour avoir accès à la mer. Ce n'est qu'une option parmi tant d'autres, même c'est le chemin le plus court. Le Cameroun a également l'option de la Guinée équatoriale, où les produits peuvent être transités en contournant et en remontant par Bangui. C'est une option. Il y a également l'option, malheureusement, le pays en proie à beaucoup de désordre, du Soudan. Ça peut également transiter par là. Il y a également l'option de l'Égypte. Mais c'est des chemins longs, c'est beaucoup d'acasseries. Ce qui me permet de vous dire tout de suite que, malgré la signature de cette convention de la Guinée équatoriale, le Tchad ne quittera pas l'accord avec le Cameroun. Ça, c'est l'avis de quelqu'un qui maîtrise le sujet. Le chemin est tellement court que peu importe des tracasseries, ça en vaut la peine. Ce n'est pas pour encourager les pratiques qui sont faites sur nous, parce que je vais revenir là-dessus. Arsène les a, sur l'écoutant, il était à fond dans la dénonciation. Allez-y, en quelques secondes. Il ne parler en profondeur. En quelques secondes, allez-y. On peut partir sur ce sujet en quelques secondes. Non mais attendez, Julien Arsène, nous avons la notion du temps. Nous avons la notion du temps. Un tour dans le monde, c'est une question capitale. On ne refuse pas. Peut-être qui peut être traité dans une autre édition. Peut-être. Ou dans le cas de notre édition. Permettez qu'on épure au moins les généralités. Allez-y donc en quelques secondes, nous disons. Ne me comprimez pas, Romaric. Vous n'êtes pas comprimé, Julio. Nous jouons sur la notion du temps. Nous sommes à 10h44. Vous êtes directeur de programme. C'est pas faux, Maître Mouleur. Nous sommes maîtres de ce temps. Nous sommes peut-être maîtres du temps. C'est la raison pour laquelle je dois me rassurer. Vous accordez des priorités en fonction de votre jugement personnel, ce qui est normal. Écoutez, si vous estimez que perdre 340 milliards ou plus, c'est rien pour le Cameroun, c'est beaucoup. On bâcle le sujet. On peut le dire justement en si peu de temps. Vous êtes un spécialiste, analyste, et donc par conséquent, vous avez la maîtrise pour la synthèse des sujets. Allez-y. De nous étouffer sur ce plateau. On ne vous étouffe pas. Ça commence ce matin, dites-le nous clairement. On commence à bâcler les sujets. Donc je disais à Romaric que ça, il faut le comprendre très bien. Ça, il faut le comprendre très bien. Non, le Cameroun s'est spécialisé dans les mauvaises pratiques. L'opposé, c'est ce qu'on appelle en anglais, Arsène connaît très bien, les best practices. C'est ce que les gouvernements performants font. C'est dans ça qu'on se spécialise. Au Cameroun, c'est de bad practices. Et c'est malheureusement dommageable et dommage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cameroun a une position stratégique pour d'autres États, qu'à la vérité, on n'a même pas besoin de presser fiscalement les populations pour se faire davantage beaucoup d'argent. En effet. Le Cameroun peut servir de corridor jusqu'au Niger. Ah oui. Le Niger peut se passer du Nigeria pour faire rentrer ses marchandises. Tout à fait. Comme on est un pays sans ambition, sans aucune politique concrète. Même le Sud-Soudan. Même le Sud-Soudan. On s'est contenté de servir. Parce qu'il y a l'instabilité, l'insécurité installée par les Chiens. Il a raison, oui. Même le Sud-Soudan, on peut servir aujourd'hui. On s'est contenté de quoi? Servir quelques miettes au Tchad, à la Centrafrique, et puis ça va. On se considère comme leader de la sous-région, et c'est bon, non, on pourrait aller bien au-delà, Romaric. C'est un sujet délicat. Peut-être qu'il faudrait le mettre sur la table en thématique centrale pour qu'on le développe davantage. Les tracasseries sur cette Romaric. Non, quand Arsène parle de en moyenne, c'est un péage. Je suppose qu'il veut rester un peu légaliste, il veut rester un peu républicain. Et ce sont les péages officiels qui sont exactement au nombre de 11, si je ne me trompe pas, sur le tronçon. C'est pour ça que j'ai parlé environ 5 000. À côté, il y a des péages non officiels que vous avez choisi expressément de ne pas mentionner, qui sont 2 fois plus coûteux ou 3.
Les camions qui s'arrêtent à chaque fois qu'il y a un poste de gendarmerie inopiné dépensent en moyenne 5 000. Il y en a combien sur la route? Je ne parle même pas encore des douanes. Même si pas la des postes de contrôle conforme, des routiers. Même si elle est conforme, encore que On trouve toujours un motif. lorsque vous êtes un motif, on vous l'exige. On vous l'exige, d'accord. Lorsque vous êtes conforme, vous êtes un mauvais citoyen pour eux. Voilà la réalité. Un mauvais usager, puisque ce sont des Lorsque vous êtes conforme, vous devenez Un mauvais usager. pour les gendarmes qui font ces contrôles inopinés, ces contrôles, je veux dire, illégaux. Donc, cette route a tellement de tracasseries que je comprends parfaitement la position. À un moment donné, les Tchadiens se fatiguent. Vous avez vu comment ils se sont fatigués sur le projet qui a secoué le domaine des pétroles, là. Le pipeline. À un moment donné, ils en avaient ras-le-bol. Le secrétaire général de la présidence a été obligé de se déplacer C'était un accord. Oui, justement pour aller pour dans l'affaire Savannah. la finalisation. Oui, voilà, La c'est Savannah, Savannah. c'était Savannah. Pour la finalisation justement de Je veux cet vous dire, les accord-là. pratiques au Cameroun sont tellement énervantes qu'à un moment donné, un État se braque que même s'il faut faire 2 fois le chemin, on accepte de prendre ce risque-là. C'est beaucoup plus coûteux pour le Tchad, hein. C'est tellement plus coûteux. Ce projet ne va pas prospérer, ça d'office, un économiste qui vous parle, ça ne pourra pas prospérer. Ah. Mais c'est au Cameroun de faire un peu d'effort pour comprendre que ce couloir-là rapporte de l'argent Énormément à l'État d'argent. du Cameroun et non aux poches individuelles. Et que parfois, il faut se sacrifier un peu pour le bien-être du pays. Merci, Jules Harcel, vous l'avez si bien dit, on le promet, tant qu'à vous également, à ceux qui nous regardent, de remettre ce sujet aussi pertinent sur la table en thématique centrale. Pourquoi pas demain, si vous en avez justement convenance, Joseph Arsène Batiogo. Non, mais c'est depuis hier qu'il me porte à cœur qu'on en débat. Parce que Voilà, C'est un sujet assez important. nous allons justement en faire une thématique centrale demain mercredi pour le 22 janvier 2025. Mais en attendant, on va prendre une courte pause pour revenir justement, parler cette fois-ci du mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'audience au Conseil constitutionnel. Nous sommes le mardi, le jeudi. Que sera-t-il? Question de ce côté, on en parlera avec Joseph Arsène Batiogo. Retour sur le plateau, on le disait justement, dans le cadre de la rubrique on en parle. Je me permets de lire à ce communiqué du 17 janvier 2025, le secrétaire général qui s'adresse donc à Monsieur le Président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun sous couvert maître Hippolyte Méli, en objet notification de la date d'audience. Monsieur le Président, en application des dispositions de l'article 62 de la loi numéro 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété par la loi numéro 2012/015 du 21 décembre 2012. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'audience relative à votre requête reçue le 8 janvier 2025 aura ainsi lieu le mardi 21 janvier 2025 à 11 h très précise dans la salle d'audience du dit Conseil 6 au hall du Palais des Congrès de Yaoundé. Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. Voilà donc cette audience qui a été entérinée par le Conseil constitutionnel. Elle aura donc lieu tout à l'heure seulement à 11 h. Les indications sont très précises dans ce document justement rendu public le 17 janvier 2025. Joseph Arsène Batiogo, avec vous pour en savoir davantage. Oui, effectivement, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, sous l'impulsion de son président, le professeur Maurice Kamto, a saisi le Conseil constitutionnel par rapport aux dérives, surtout aux violations flagrantes de la loi camerounaise par l'institution en charge d'organiser et d'animer le processus électoral et les CAM, avec en prime la non-publication selon le texte de la liste du fichier électoral national en date telle que prévue par la loi le 30 décembre. Et donc, question de saisir le Conseil constitutionnel parce que c'est lui l'instance suprême qui s'assure de la régularité et de la constitutionnalité des lois pour que le Conseil constitutionnel statue et puisse pouvoir sommer s'il y a lieu et les CAM de pouvoir rendre publique cette liste. Vous savez, cette liste a fait beaucoup de remous
lorsque Elekama a plutôt privilégié la publication des listes affichées au niveau des antennes communales, le mouvement pour la résistance du Cameroun a estimé que ce n'est pas ce que la loi dit. La loi demande de rendre publique la liste. Elekama a tous les moyens techniques, entre guillemets. Il y a même logistique, certainement. Tous les moyens, oui, financiers, logistiques qu'il faut pour avoir un site internet capable de pouvoir avoir cette liste. On doit la trouver disponible également, même en version physique, dans les agences départementales et régionales, pour ceux qui voudraient la consulter. Malheureusement, ça n'en est pas le cas. Le mouvement de la résistance du Cameroun redoute donc, par rapport à ces pratiques, un projet sadique et cynique, savamment orchestré, visant donc à préparer les tripatouillages, la fraude électorale. Voilà en somme ce pourquoi le mouvement pour la résistance du Cameroun a saisi le Conseil constitutionnel et l'audience va s'ouvrir tout à l'heure lorsqu'il sera 11h, conduite par Maître Hippolyte Méli, le collectif des avocats Maître Sylvain Sob. Oui. Tout à fait, c'est dans 1h08, très exactement. J'ai failli dire dans 8 minutes, autant pour moi, pas dans 8 minutes exactement. L'audience qui s'ouvre à 11h, je lui harcèle. Est-ce qu'on peut s'attendre à des résultats positifs à la sortie de cette audience au regard des chefs d'accusation justement mis sur la table par le mouvement pour la renaissance du Cameroun? Il faut dire que Maurice Kamto, qui continue d'être assez pointu et regardant en ce qui concerne le respect, mais alors le strict respect de la loi camerounaise, il met sur la table encore des éléments, il y a quelques temps aujourd'hui, qui davantage étaient dénoncés par quelques thèses politiques. Est-ce qu'à la sortie de cette audience au Conseil constitutionnel, on peut s'attendre à des résultats positifs? Alors, premièrement, il ne faudrait pas que mon opinion personnelle plombe mon analyse. C'est objectif de le dire. Tout à fait. Vous connaissez ma rancune vis-à-vis du professeur Maurice Kamto sur un plan personnel, du fait qu'il ait refusé d'aller aux élections en 2020 alors que je pense qu'il aurait été déterminant dans l'histoire du Cameroun. Vous connaissez toute la crédibilité que j'accorde à ce monsieur, cet éminent professeur d'université. Vous n'êtes pas le seul à l'en vouloir. Le docteur Médard, l'hypothèse également, est très farouche, très énervé. Je qu'il aurait pu contribuer à secouer davantage ce régime. Maurice Kamto, qu'on le veuille ou non, c'est quelqu'un qui a montré aux yeux du monde combien ce régime est fragile. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, il a pu démontrer aux yeux du monde que ce régime est fragile. Regardez comment il a fait paniquer Yaoundé. Il suffisait qu'il tape un peu comme ça et ça secouait, tout le monde était en tremblote, en transit et tout le reste. Ça, c'est Maurice Kamto qui l'a fait. On se souvient également que Maurice Kamto a pris en otage à un moment donné la diaspora de ce pays. Il fallait être Kamto pour le faire. Alors, est-ce que ces actions au niveau de la justice sont de nature à apporter, du moins un peu prospérer? Il faut reconnaître quoi qu'on dise, même si la justice peut être de manière un petit peu soupçonnable. Oui. Aux autres, c'est l'un des secteurs qui semble encore un peu marcher au Cameroun. La justice camerounaise? Oui. Ça peut vous paraître bizarre, mais que je le dise ainsi, croyez-moi, vous ne croyez pas en ces figures qui se questionnent sur son indépendance? Il y a lieu de se questionner, parce qu'il y a un soupçon justement de soumission aux autres. Mais la justice camerounaise a souvent eu à poser des actes où on se demande si ils tiennent compte du fait qu'au-dessus de, si on ne tient pas compte de la séparation des pouvoirs, il y a un chef qui est l'exécutif, Paul Biya. J'ai vu des personnes remporter des procès comme ça face à l'État du Cameroun. Tout à fait. Donc du coup, je me dis que peut-être que ce secteur se souvient encore à la vérité, lorsque tout est perdu dans une nation, c'est à lui de redonner espoir. Maurice Kamto sait pertinemment bien que le système est bancal. Le mouvement de la renaissance du Cameroun sait pertinemment bien qu'il y a des failles dans le système judiciaire. Mais est-ce que c'est une raison suffisante pour ne pas dénoncer l'injustice? La réponse est non. Je suis très admiratif des démarches entreprises par le MRC qui s'est spécialisé dans les dénonciations. Je suis reconnaissant vis-à-vis du professeur Kamto qui ne loupe pas la moindre occasion pour essayer de rappeler à l'ordre gouvernant ce qui devrait être. On revient encore, à de meilleures pratiques, de best practices. Mais, je vous dis, je maintiens, il m'est difficile de conclure de manière objective lorsqu'il s'agit de Maurice Kamto et du MRC quand je sais qu'ils ont refusé de participer aux élections en 2020 qui nous aura permis naturellement de secouer davantage ce système. Maurice Kamto était en pole position, ça reste l'un des principaux challengers de Paul Biya, qu'on le veuille ou non.
Mais le fait que je lui en veuille m'empêche, à chaque fois que je peux poser une analyse, de l'achever en restant objectif. Souffrez que je ne puisse pas le faire à 100%. En tout cas, c'est votre point de vue, Jules Arcel, et c'est même de votre droit. Merci en tout cas. Peut-être avec vous, hein, Joseph Arsène, pour sortir certainement de cette question. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre à l'issue de cette audience? Alors, est-ce que vous croyez que les revendications qui semblent être jusqu'ici fondées, déposées sur la table par le MRC, peuvent trouver issue? la démarche du MRC Est à saluer et de d'ailleurs. son président, non, je ne donne pas une opinion, je fais une analyse. D'accord. Il a dit déjà à saluer, ça devient subjectif. La démarche du MRC et de son président, c'est une démarche d'une organisation légalienne. Le Cameroun a souscrit au concert des nations des États de droit. Tout à fait. Alors il faut bien que le droit prime. Et il faut donc aller avec les moyens de droit pour faire valoir le droit. C'est l'option, c'est la démarche, c'est le choix du MRC. Et justement, ce choix, pour certains, semble ne pas porter de fruits. Mais je vous assure que c'est un choix qui met extrêmement mal à l'aise le pouvoir parce que lorsque le MRC engage une action judiciaire, tous les magistrats se retrouvent à l'école, rentrent à l'école du droit. On va ne pas dire le droit dans certaines affaires au tribunal, mais c'est une occasion pour ces magistrats de rentrer dans leur cours. Et quand ils rendent même des verdicts parfois très éhontés et honteux, ils le savent très bien, avec la conscience retournée, qu'il ne s'agit pas de la vérité. Maintenant, pour ce qui est du cas d'espèce, est-ce que l'affaire va prospérer? Est-ce qu'elle ne va pas prospérer? Si déjà le Conseil constitutionnel a programmé l'audience, ça veut dire que l'affaire a été jugée recevable. Et maintenant, il faut, moi je ne suis pas juriste, et les moyens de droit, et les éléments de preuve, les dispositions légales. Mais si tous les éléments sont concordants, il va falloir que le Conseil se prononce. On ne peut plus assister, ce n'est pas exclu. Tout à On fait. dise que les moyens irrécevables, la qualité défaut, ça fait irrécevable. Ce n'est pas exclu. Mais de toute façon, comme je lui disais, cette justice nous a souvent surprise par moment. Au moment où personne s'attend, le verdict tombe, l'État se retrouve en difficulté. Oui, des individus, des particuliers ont gagné contre l'État, même si parfois le recouvrement des dommages et intérêts pour les Vikings est parti sans avoir recouvré ces 8 milliards que l'État lui devait. Maintenant, rentrons dans le fond de l'affaire. Pour dire que la publication de la liste permettrait de résoudre beaucoup de problèmes de préparation de fraude. Hier, nous en parlons encore de Djambouti, Djubaïrou, merci, le lanceur d'alerte. qui a dénoncé ce complot avec où les individus sont retrouvés avec des centaines de cas de nationalité pour faire quoi? C'est certainement pour faire des enrôlements, pour créer des bureaux de vote fictifs qu'on ne peut pas identifier sur le plan matériel. Alors, le MRC avant-gardiste essaye d'éventrer des projets de fraude parce que nous savons que au front, dans les conditions électorales, démocratiques et légales, il va être difficile pour que le candidat UNDPC, dans son état de comportement actuel, Remporte les puisse élections. pouvoir remporter les élections de manière réelle. C'est compliqué. Et aussi, ces élites qui multiplient les stratagèmes pour qu'ils soient vus que chez nous, ça a été 100%, garde-moi à ma place, ou si tu m'enlèves, remets-moi à une autre place similaire. Alors, il faut donc combattre le mal à la racine. À la racine. Voilà pourquoi ces démarches, nous continuons à croire, moi je crois aussi, que notre justice, même si elle traîne pas mal casserole, elle peut faire le job quand elle veut. Elle a de la ressource humaine, elle a de l'expertise, elle a de la compétence nécessaire pour faire le job. Tout à fait. Quand elle n'a pas de compétence, le professeur Maurice Kamto le fait souvent savoir. Alors je sors par
Peut-être avant de sortir, hein, Joseph Arsène, vous allez permettre qu'on revienne à vous tout à l'heure, le temps pour nous de satisfaire l'ensemble de nos, je veux dire ici, nos partenaires à travers la publicité. On va donc prendre une petite pause et puis on se retrouve derrière pour continuer avec des analyses autour de ce sujet. En plein cœur de la ville d'Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, le centre de formation Together We Can vous offre l'opportunité de vous faire former gratuitement dans les métiers des technologies de l'information et de la communication, à savoir bureautique, infographie, e-commerce, montage vidéo, maintenance informatique, mindset, réarmement moral et coaching. Dont de l'honorable François Biba, président de l'association éponyme, ce centre dispose d'équipements à la pointe de la technologie qui vous garantissent des formations compétitives et adaptées aux exigences de la modernité. Population d'Edea, de Dizangué, de Puma, de la Dibamba, de Masok Sonloulou, de Mwanko, de Ndom, de Ngambé et de Ngouay Masok, n'hésitez pas à saisir cette belle opportunité qui s'offre à vous. Pour bénéficier dès aujourd'hui de ces formations, une seule adresse, le centre de formation gratuit au métier des TIC Together We Can pour un développement inclusif et un avenir radieux. Infoline 697 95 61 91 682 18 41 01 696 12 59 82. Together We Can, Charity and Love. On retourne sur le plateau, justement, nous allons permettre à Joseph Arsène Batchogo d'aller certainement au bout de son analyse avant de voyager, cette fois-ci pour les États-Unis d'Amérique, avec Jules Hercel. Allez-y. Je comprends pourquoi vous me pressiez, hein? Il fallait que je libère le temps avant la pub. Je voulais sortir ce sujet en disant que, pour rebondir un peu par rapport au courroux que Jules Hercel a exprimé, à l'endroit ou à la contre. Vous avez bien rendu compte, je suis sorti de ma peau d'analyste pour parler en tant que citoyen. Pour dire que c'est un homme dans lequel j'avais mis beaucoup d'espoir en 2020. Il ne s'agit pas de Maurice Kamto. Il s'agit d'une organisation, d'une entreprise politique qui est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est structurée et qui a en son sein une instance qui délibère des questions d'une telle envergure. Cette instance avait siégé et avait jugé que le MRC n'allait pas participer à cette élection, allait lancer ce qu'on a appelé le boycott actif, pour un certain nombre de raisons fondamentales. La première, c'était les tracasseries administratives dans la constitution des dossiers. Une des raisons à ne pas négliger, parce que les sièges avaient été opérés dans les sous-préfectures, devant les bureaux des sous-préfets, les maires, les chefs des villages, qui ont la responsabilité de signer un certain nombre de documents. Et malheureusement, tout un vaste réseau de trafic avait été mis sur pied pour que ces derniers, ayant certainement reçu des instructions, accordent une fin de non-recevoir pour la signature des documents des candidats autres que ceux des partis qui ne constituent pas une menace. Ça, c'était un premier facteur. Le deuxième facteur, c'était que sur la table étaient toutes fraîches les revendications de la révision du processus électoral, le mémorandum du MRC. Un autre facteur, qui n'est pas le moindre, intervenait après le mémorandum, c'est que
entre début 2019 et début 2020, MRC a été au front avec beaucoup d'activités populaires démocratiques, contrairement à ce qui appelle ça insurrectionnel, les marches pacifiques. Il faut le préciser pour l'éducation et la gouverne de ceux qui nous regardent. Pour sortir. C'est qu'en démocratie, l'expression populaire est un mode d'expression. On va dire les marches, c'est un mode d'expression politique. Encore plus que toutes ces marches avaient été déclarées avec des itinéraires. Alors, tous ces éléments rassemblés ont poussé le professeur Maurice Kamto et ses conseillers à convoquer le Conseil national du parti pour poser la problématique. Et le vote a été un vote majoritaire pour que le parti ne puisse pas aller aux élections. Tout à fait. Et Contrairement à ce que... Je pense que vous apportez là la réponse fondamentale, oui, justement, à ces questions. Le pourquoi est-ce que le professeur... On pourrait même écouter un militant parce qu'il est assez clair. Non, il est assez clair. Il est assez clair. Ce sont certainement... Ce sont des faits. Voilà, certainement, Joseph Ce n'est Arsène. pas une parole d'opinion. Je le disais, donc vous avez apporté... Vous avez apporté... Voilà, vous avez apporté... Ce sont des faits. Ce que nous retenons, Joseph Arsène. Je termine en 5 secondes. Non, attendez, terminer. Joseph Arsène Batsogo, oui. nous retenons effectivement que vous avez apporté là un élément de réponse à ceux qui se posent effectivement la question de savoir, voilà, convaincante à ceux qui se posent la question de savoir pourquoi le professeur Maurice Kamto n'est pas allé aux élections en 2020. Justement, on comprend que la tentative relève militantisme. Voilà, donc nous comprenons tout de suite là que le Conseil national a siégé et a tout de suite trouvé des arguments pour ne pas se rendre justement à ces élections. Mais nous, pour le moment, nous allons accepter de nous rendre aux États-Unis d'Amérique pour parler cette fois-ci de l'investiture de Donald Trump. C'était donc hier le 47e président donc, des États-Unis d'Amérique qui a donc véritablement prêté serment. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette actualité, nous allons présenter les grands chantiers de Donald Trump. On le reconnaît comme étant un éminent homme d'affaires ayant ainsi réussi dans l'écosystème immobilier. Julien Arcel Diop, c'est le fait d'actualité choisi dans le cadre de cette rubrique Un tour dans le monde. Naturellement, Romaric, comment ne pas poursuivre cette série autour des États-Unis d'Amérique lorsqu'on sait que Donald Trump est redevenu président hier pour son second mandat, le 47e exactement après avoir été le 45e. Il succède à Joe Biden et place son mandat sous l'insigne de l'âge d'or. Vous avez sans doute entendu cette expression revenir hier assez encore et encore et encore. Donald Trump se fixe quelques grands axes, entre autres resserrer la politique migratoire. Désormais, pour entrer aux États-Unis, il faudra être en toute légalité et ceux qui y sont devront avoir la nationalité ou non. Ou sinon justifier d'un élément qui pourrait ou qui devrait leur permettre d'y rester. Donald Trump entend abolir la loi du sol, une annonce assez grave. Donald Trump compte également réorganiser tout le secteur de l'économie en se concentrant sur la taxation et la douane. Donald Trump veut également redonner une image à l'Amérique, aux États-Unis d'Amérique, en revoyant sa politique internationale. Tant de chantiers, remarque ce matin, qui mérite qu'on s'attarde un petit peu sur cette actualité. À quoi s'attendre finalement, Joseph Arsène Batsogo, dans le cas des chantiers prononcés ou présentés ici par Julien Arsène? On a également écouté hier lors du discours de Donald Trump devant une foule incommensurable aux États-Unis d'Amérique. Il a clairement dit qu'il n'existe que deux sexes. Tout à fait. La femme, voilà, le sexe masculin et le sexe féminin. Est-ce que vous croyez en l'aboutissement de ces grands chantiers présentés ici par Donald Trump, l'actuel président des États-Unis d'Amérique? C'est reparti pour un autre mandat. La fonction présidentielle aux États-Unis est une fonction sacrée. Très sacrée d'ailleurs. Et le président a les moyens de sa politique. Les déclarations ne valent pas tout simplement instruction, haute instruction. Ces déclarations signifient exécution. Donald Trump a tous les moyens qu'il faut pour mettre en exécution ce qu'il déclare. Et il est accompagné, il n'a pas de problème de casting comme ailleurs. Oui. Où on dit que c'est l'entourage qui est mauvais, mais le président est bon. Mais le même président garde son entourage mauvais pendant de très nombreuses années. Ou pendant son mandat. Non. Mais bon, d'accord, de très longues années. Là, je vous comprends parfaitement. Je vous comprends parfaitement. Qui dit mandat dit limitation. Tout à fait. Donc, ailleurs, c'est du folklore. Donc, lui, il a les moyens et il s'est entouré des patriotes.
il s'est entouré des Américains. Quand je dis Américains, je dis ceux qui travaillent pour le seul et unique intérêt des États-Unis d'Amérique. Il ne s'est pas entouré des gens avec des triples nationalités, des gens avec 3-4 passeports qui stockent de l'argent pour dire que le jour que ça ramène, ils vont partir. Il s'est entouré des citoyens qui aiment, des compagnons d'armes. Et l'Amérique est aussi d'essence judéo-chrétienne, quoi qu'on nous dise. Si l'Amérique s'est développée, ben, il faut peut-être, je n'aurai pas le temps malheureusement, de brosser l'histoire avec les guerres des religions. Il y a eu des déportations lorsqu'il y a eu à un moment donné la commercialisation des indulgences, la montée du protestantisme avec Martin Luther qui contestait les pratiques au sein de l'Église catholique. Et il y a eu donc un schisme de début de séparation de l'État avec l'Église. Il y a eu des déportations de beaucoup de chrétiens qui sont même, peut-être pas les fondateurs, mais peut-être les fondateurs de l'Amérique moderne, parce que ce sont les Indiens, les Amérindiens qui sont les autochtones des États-Unis d'Amérique. Alors, l'Amérique moderne est fondée sur des bases judéo-chrétiennes. C'est donc tout à fait plausible et compréhensible qu'un chef d'État arrive et qu'il veut restructurer, redonner comment je vais dire, redonner Et vous voulez même dire à la société les américaine valeurs justement. des valeurs chrétiennes, Tout à fait. des valeurs bibliques, des valeurs originelles de la création, où Dieu, dans son immense sagesse, a créé un homme et a créé une femme. Et il a dit qu'ils s'unissent, que personne ne sépare. Au jour d'aujourd'hui, dans la perversion et la déviance satanique, les uns et les autres viennent avec des choses qui ne sont jamais montées dans la pensée de Dieu, que c'est dans la pensée de l'homme perverti pour dire qu'un homme peut coucher avec un autre homme par la voie anale comme si c'était... Mais c'est de la sorcellerie. C'est un sacrilège. Il veut donc restaurer la morale publique aux États-Unis. Il a les moyens et il va le faire. Il va le faire. Il est capable également de mettre en minorité et à l'étroit des vastes réseaux, Oui. des lobbying, des machins GB, quoi, la T, ces machins, tout ça, je n'ai pas prononcé ces conneries-là, LGBT. et qui, à un moment donné, ont pensé qu'ils pouvaient transformer, renverser le monde pour pouvoir mettre sur l'espace. Donald le Trump, règne il de adore. la bête Voilà. et de l'imbécile. Et de l'imbécile, voilà. Il a les moyens de la politique pour démontrer à ceux-là qu'on ne peut pas inverser les tendances, qu'on ne peut pas changer des valeurs, surtout aux États-Unis d'Amérique. Et vous faites d'ailleurs bien de le dire qu'il a les moyens de sa politique. Julio Axel Diop, est-ce qu'on peut croire en l'effectivité d'une telle déclaration? Arsène a si bien présenté les moyens que peuvent utiliser Donald Trump pour en arriver jusque-là. Vous y croyez, vous également? Oui, Romaric, il faut bien noter que Trump, à peine arrivé au pouvoir, a commencé à mettre en œuvre quelques-unes de ces mesures. Vous savez qu'il a signé, aussitôt arrivé à la Maison-Blanche, un décret qui graciait les émeutiers du Capitole. Tout à fait. De 2020. 2020, tout à fait. C'est sa première mesure. Et donc, il est clairement dans l'exécution de ses promesses. Il en a fait un gros 7 ou 8, au-delà de, ou en ajout ou en apport à ce que disait Arsène tout à l'heure, la morale publique. Et on peut, si vous le souhaitez, lister quelques-unes de ses promesses. Allez-y. Nombre de 7. Il a commencé par dire que lui, il renforcerait la politique migratoire, c'est-à-dire qu'il expulserait du sol américain tous les migrants sans papier. C'est une mesure assez forte qui fait plutôt parler aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Il menace de supprimer le droit du sol qui pourtant est inscrit dans la Constitution américaine. Vous voyez bien que Donald Trump, c'est quelqu'un qui vient, comme j'ai envie de le dire, restaurer à l'Amérique sa grandeur, restituer aux Américains leur Amérique. C'est un petit peu ça sa politique. Écoutez le témoignage du confrère de France 24, parce qu'elle a été mariée à un Américain, ils ont eu des enfants, sauf qu'elle a 35 ans sur le sol américain sans nationalité. Et son mari est décédé il y a très longtemps. Alors, qu'advient-il de ce type de personnes? Ses enfants sont certes des Américains, mais elle, non, elle n'a pas de nationalité. Est-ce qu'on va l'expulser? C'est une question parmi tant d'autres pour vous montrer la limite parfois dans les mesures de Donald Trump. Il a proposé également de renforcer les mesures autour de la politique douanière. Il veut taxer de l'ordre de 10% des produits issus des importations venant d'autres pays pour essayer de réduire le déficit de la balance commerciale, le déficit commercial. Et il propose une mesure encore plus forte. Pour les produits qui viennent de la Chine, il veut les taxer à hauteur de 60%. Tout à fait. Ça veut dire qu'il ne veut pas des Chinois sur son territoire.
Voyez-vous, une politique d'exclusion. Mais elle est stratégique, parce qu'il faut redonner à l'Amérique toute sa grandeur. Il propose également, pour aller plus loin, ça il a fait, c'était en troisième mesure, j'ai commencé par là. Quand un président vous dit, ceux qui sont venus pour moi en 2020 au Capitole, il faut pouvoir, je vais vous gracier, et il le fait. Quelques heures après son investiture, c'est que c'est un homme de parole. Il a proposé également, et dans cette tendance de folie, de renvoyer. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une affaire très personnelle. Le conseiller juridique, conseiller spécial, Jack Smith, c'est un homme qui a été une véritable bête, un véritable caillou dans la chaussure de Donald Trump pendant le mandat de Joe Biden. C'est lui qui a été à l'origine de tous les procès orchestrés contre celui-ci. C'est lui qui a été à l'origine des révélations, des détentions de documents privés par Donald Trump. Bref, c'est lui qui a révélé à peu près tout ce qui a entouré le magistère Donald Trump en termes de fraude judiciaire. Et donc, il avait promis de le licencier tout de suite à la Maison-Blanche. On pense qu'il le fera aujourd'hui. Nous pensons qu'il le fera aujourd'hui. Il a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en quelques heures, ce qui ne sera pas finalement vrai. Oui. Mais on sait que dans les mois à venir, cette guerre devrait trouver une issue favorable pour l'Ukraine, car Poutine a obtenu ce qu'il voulait. Il maintiendra le Donbass, comme je le disais hier, et la Crimée. C'est une réalité. Il a promis également d'abolir l'interdiction à l'avortement. Du moins, il a promis de renforcer l'idée qu'on ne devrait absolument pas procéder à un avortement dans l'IVG. Et connaissant bien Donald Trump, on pense qu'il va y arriver. Il n'est pas question qu'on poursuive. Il va y arriver, mais la question... Peut-être la dernière mesure pour vous mettre dans le contact tout à fait, il faut qu'on les cite toutes. Il a promis finalement de réduire la réglementation. Il veut se retirer de l'accord de Paris, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour les économies fragiles comme les nôtres, qui sont vues avec un climat, une atmosphère assez endommagée. Vous savez que c'est l'Occident qui pollue, mais c'est l'Afrique qui se retrouve avec des dommages. Aujourd'hui, on n'a plus de saison en Afrique. On ne sait pas quand est-ce qu'on commence une saison sèche, quand est-ce que ça s'achève, quand est-ce qu'on commence une saison pluvieuse et quand est-ce que ça s'achève. C'est la conséquence immédiate de la pollution des grandes puissances. C'est-à-dire, elle est polluée, l'Afrique se retrouve avec un climat, une atmosphère endommagée. Mais Donald Trump ne tient pas compte de cela, il est déterminé, il dit qu'il va se retirer de l'accord de Paris, car son pays doit s'industrialiser davantage et donc la pollution n'est pas un problème. Voilà d'autres mesures qui font que, quoi qu'il en soit, malgré l'engouement autour de son retour, il y a lieu de rester un petit peu prudent parce que ces mesures... La politique égocentrique d'ailleurs. Voilà. La question est celle de savoir... Sur l'accord de Paris, c'est en quelques secondes pour dire que Donald Trump ne vient pas faire du social Tout à fait. en politique. Les États africains, c'est pour ça que quand il est dur, quand il infantilise même dans ses propos, les chefs d'État africains, moi je n'en veux pas de Donald Trump. Hein. Il n'est pas comptable du fait ou de l'absence de l'industrialisation des États africains. C'est pour ça qu'il s'insulte que vous avez tout ce qu'il faut pour être riche, mais comment comprendre que vous êtes toujours aussi si pauvre? Par exemple, pour le Cameroun, qu'est-ce qui nous empêche d'être industrialisés? Absolument. Qu'est-ce qui empêche que le Cameroun lance un vaste programme d'industrialisation avec toutes les matières premières que nous avons? Dans chaque région, on devait avoir une méga industrie de transformation, par exemple, de minerais, des méga industries de transformation des produits du bois, des produits ligneux et non ligneux. Qu'est-ce qui empêche? Maintenant, l'accord de Paris, on a parlé de pollueurs-payeurs, c'est eux qui viennent donc endormir les pays africains avec des soi-disant mesures d'accompagnement, de conservation de la biodiversité, des forêts, mais en réalité, un accompagnement qui ne profite pas du tout aux États. Il revient aux États africains de mettre en valeur leurs ressources naturelles parce que des questions de changement climatique, quoi que les pays industrialisés le veulent, ils en sont aussi victimes. Regarde la preuve avec la Californie, qui en fait aujourd'hui, avec les incendies qui brûlent partout là-bas. L'Europe, lors des canicules, les vieillards meurent comme ils fondent à la chaleur, comme si c'est du beurre exposé au soleil. Il faut le dire que lui, il a une dimension outrancière économique et il revient maintenant. Malheureusement, nous n'avions rien en termes d'organisation sous-régionale ou au niveau africain pour pouvoir impulser la dynamique révolutionnaire sous l'industrialisation. Sur l'Union africaine, avec nos histoires SADC, CEMAC, UMA, CEDEAO, étaient des structures qui fonctionnaient, qui avaient un sursaut, une volonté d'indépendantiser l'Afrique sur le plan économique. Ils auraient pu lancer tout au moins des phases. Vous avez la banque qui a plein d'argent, mais on finance quoi? C'est toute la question. Vous voyez plusieurs structures
plusieurs financements qui viennent des pays européens, qui viennent des Américains, à travers des ONG, vous dites qu'on crée des écoles par-ci, des aires protégées par-là. Un éléphant peut venir vous gaspiller des cultures, des espèces de bois où un jour... Je suis en train de scier le bois pour construire ma maison. Les gars des eaux et forêts débarquent dans mon champ et me disent qu'il doit passer. Je dis que vous êtes malade. Ici, c'est l'héritage que m'a laissé mon père. Je suis chez moi. Je dois exploiter mon bois. Vous êtes qui pour venir m'empêcher d'exploiter mon bois, hein? Vous voyez un peu jusqu'où ces gars imposent même nos législations pour empêcher un gars de jouir. Coupez donc 2 arbres. S'il y a quelques plans, dites que comme vous êtes en fauché, vous allez les placer au marché informel. On va vous les saisir. Pourquoi? Parce que on tend la main vers les blancs qui ont fini de gaspiller leur forêt par rapport au fait que le réchauffement climatique, on fait ci, le changement climatique, on fait ça. L'Afrique n'est pas contente du réchauffement climatique. Au bassin du Congo, a fait. Moi, je suis d'accord avec Donald Trump. Moi, si j'étais président du Cameroun, je sortirais de l'accord climat. Ah bon? Oui. Sans crainte. Je sortirai de l'accord climat parce qu'un État moderne au XXIe siècle ne vit pas avec la cyclicité des saisons. Un État vit avec la modélisation des saisons. Vous avez donc la possibilité, par exemple, Israël en a fait comment? Israël a désalinisé l'eau de la mer pour la rendre douce et bien évidemment arroser ces champs. Nous consommons des pommes de France qui viennent d'Israël au Cameroun. Pourtant, on peut les cultiver à Tiam. Quel est le programme qui épuise la dynamique pour que nous soyons producteurs et distributeurs de pommes de France à l'échelle industrielle ou de la zone CEMA? Rien du tout. Merci, merci Joseph Arsène Batiogo. Vous vous calmez, hein. On va aller très mollo sur nos plateaux, vos analyses. C'est aussi ça quand ça déborde. Voilà, effectivement, surtout lorsque les thématiques sont aussi pertinentes, vous avez des analyses aussi très percutantes dans ce sens-là. Julio Arcel Diop, la question finalement que je vous repose est celle de savoir est-ce que la durée donnée à Donald Trump pour ce mandat, est-ce que cela lui permettra justement d'atteindre l'ensemble de ces objectifs-là? Le plus important en politique, c'est de poser les bases, poser les fondements. Lorsque vous croyez que votre politique est bonne, vous posez les fondements, il y a forcément un successeur qui viendra pour l'achever. C'est comme ça que les grands visionnaires au monde voient le monde. D'accord. Ici, en Afrique, chez nous, c'est que j'ai commencé mon projet, je le finis. Peu importe que cela coûte, des vies ou quoi que ce soit, on s'en fout pas mal. J'ai commencé ma route, je dois faire 30 ans que je verrai la fin de cette route-là. C'est la logique en Afrique ailleurs. On pose de base, on fait une très bonne fondation, et lorsque le projet est bon, il est bon, quelqu'un d'autre viendra le poursuivre, et quelqu'un d'autre, tout à fait, quelqu'un d'autre viendra l'achever. C'est comme ça que ça fonctionne ailleurs. Donc, Donald Trump à 4 ans, c'est pas petit, c'est pas long non plus, et on est presque certain que c'est son dernier mandat. Si on s'en tient à la Constitution américaine, un mandat égale l'autre, même s'il y a eu une interposition. C'est vrai que c'est un sujet qui prête un peu à confusion, mais on commence à avoir un peu plus clair là-dessus. Il y a de fortes chances que Donald Trump n'en ait droit qu'à un seul encore. Donc du coup, s'il le gère très bien, il n'est pas exclu qu'un républicain prenne appel lui et qu'il poursuive ces politiques-là. On l'a vu ça avec Obama, qui aurait bien aimé voir Hillary prendre le pouvoir pour poursuivre le projet Obamacare, qui est un très bon projet, ça il faut le noter. C'est un très très bon projet social. Les démocrates sont plus sociaux que capitalistes. Malheureusement, cette année-là, c'est Trump qui prenait le pouvoir, qui a aboli l'Obamacare, sachant bien que c'était une très bonne politique sociale. Joe Biden, de retour au pouvoir, l'a fait passer sous une autre forme. Vous voyez bien que c'est une question de continuité. Donc, si 4 ans s'avère petit, quelqu'un d'autre viendra, si jamais les bases de Trump, posées par Trump, sont bonnes, poursuivre le projet. Donc, la notion de temps est très relative, ce que j'ai envie de dire en politique. Lorsque ce que vous faites est bien, celui qui vous succède est tenté de poursuivre votre œuvre. Merci Julio Arcel, merci également à vous, Joseph Arsène Batiogo. On va quitter cette actualité cette fois-ci pour rejoindre la thématique centrale, celle qui certainement aussi, comme tout autre sujet, nous rassemble dans le cadre de cette production, la deuxième du genre pour ce mois de janvier 2025. Mesdames, Messieurs, on va prendre une légère transition et puis on revient justement d'abord pour défiler l'ensemble des journaux parus en kiosque ce matin et qui cadrent avec l'actualité que nous allons décrypter ce matin. Ce sera fait après la courte transition. À tout de suite.
La quintessence de la presse pertinente pour ce mardi matin dans le cadre de cette session consacrée à Horizon Midi entre 10h et 12h avec vous, Joseph Arsène Batiogo. Bien sûr, on fait la part belle à Cameroun Tribune, qui est le média de l'État, le média de nos impôts, qui parle des voies de l'investiture, s'agissant de la présidentielle. Et en chapeau, le journal fait savoir que les tractations se multiplient au sein des partis politiques afin de trouver le candidat idéal pour choisir son champion. Chaque formation a recours à des mécanismes qui lui sont propres. Dispositions statutaires, congrès extraordinaire, convention ou encore décision en comité restreint sont quelques dispositifs prévus. C'est le focus donc du journal Cameroun Tribune que ceux qui sont allés au kiosque aujourd'hui ont pu trouver. Le jour, lui, il parle des enjeux sécuritaires de l'année 2025 et fait savoir que le ministère délégué auprès de la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Vitier Assomo, les a évoqués au cours de la cérémonie de présentation des vœux. Alors, il s'agit de quoi? De la crise anglophone ou bien des dispositions pour qu'il n'y ait pas de troubles lors de la période électorale. Nous ne savons pas la substance de ces enjeux. De toutes les façons, nous pensons que la présidentielle, qui est donc une élection très cruciale, fait partie donc de ces enjeux. Et la crise anglophone ayant été un tout petit peu banalisée, je ne sais pas si ça fait l'objet de priorité. Mutation, d'une part, de double identité, carte sur table. Et en chapeau dit que comment se déroule l'opération organisée par le délégué général de la Sûreté nationale à l'effet de résoudre les problèmes de filiation pour la délivrance de la carte nationale d'identité. La DGSN signale 3,5 millions de cas de double identité enregistrés. Donc ceux qui ont des problèmes de double identité pourront enfin peut-être voir leurs problèmes résolus. Expression politique, l'une part de crise anglophone, les propositions ignorées d'Abouem Atchoyi, entre incertitudes quant à une éventuelle candidature du président de la République Paul Biya à la présidentielle 2025 et la volonté affichée des Camerounais d'aller massivement aux urnes pour choisir le dirigeant, les arguments ne manquent pas autour de cette mobilisation. De toutes les façons, on a le sentiment qu'un titre en cachait un autre dans le même encardé. Le journal Le Drapeau, lui, il parle de transport aérien, le Cameroun et le Qatar s'envolent. Et précise que le Cameroun et le Qatar ont signé le 16 janvier dernier un accord historique visant à établir des liaisons directes entre les deux pays, à renforcer la compétitivité de Cameco grâce à l'expertise de Qatar Airways. Cet accord marque une avancée majeure pour la connectivité internationale du Cameroun et ses ambitions à devenir un hub régional en Afrique centrale. Et nous poursuivons avec le quotidien L'Info à chaud qui n'a qu'un seul titre, inauguration du complexe sportif du Sahel, Marois dans les taux. Il s'agit du président de l'Africa Foot qui a donc inauguré un complexe sportif au niveau de Marois. Le journal Télégramme, lui, il s'intéresse au centre de formation de création des entreprises de Yaoundé, où il parle d'odeur, de malversation et de tripatouillage. Tripatouillage. On ne sait plus ce qui y va. Cette institution est devenue, à en croire des sources, une vache à lait d'un groupuscule qui se bourre les poches et la panse au détriment des caisses de l'État. L'affaire qui fait grand bruit risque d'emporter la responsable en chef du CFCE, le régisseur et des greffiers. La Direction générale des impôts ne voit que du feu du fait des soutiens de ses responsables indélicats. Une réunion tenue à l'APME hier a accouché d'une souris. Et le quotidien L'Économie par lequel nous terminons, on parle de l'extension du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, CCA Bank, Bench Bank, Banque Atlantique, pourvoyeurs de financement. Ces établissements de crédit vont octroyer près de 70 milliards pour la construction du quai numéro 17 au port autonome de Douala.
Voilà donc quelques journaux qui ont retenu notre attention ce matin par rapport donc à l'actualité ambiante dans notre pays. Merci à Joseph Arsène Batchogo, journaux présentés et quelquefois aussi commentés. Mais celui qui retient notre attention, c'est celui de Joseph Alain. Trop de Joseph de Julio. Je vais dans tous les sens. C'est ça. Voilà, je voulais parler du journal justement de Bouyomo, Mutation. Georges-Alain Bouyomo, merci beaucoup. Mutation qui retient dans notre attention ce matin sur la double identité, les cartes sur table, en tout cas c'est sa page 5 qui nous le dit. Vous l'avez si bien décrypté tout à l'heure, Joseph Arsène Julio. Il n'y a que le délégué général à la sûreté nationale nous a rassuré il y a quelques temps qu'en 48 heures seulement, les CNI devraient la réalité être disponibles, sauf que jusqu'à date, rien n'est visible sur le terrain. Je suis un acteur majeur de la question depuis janvier 2023 que je m'étais fait établir un récépissé au commissariat justement du 3e arrondissement ici à Efoulan. Je me suis rendu au même endroit il y a quelques jours et on m'a fait comprendre que ma CNI n'était pas encore disponible. Mais ici, le délégué général parle justement de la question de double identité et on nous fait savoir qu'il y a un nombre bien connu, 3,5 millions de cas de double identité enregistrés. Est-ce que cet argument suffit pour justifier l'absence des CNI en 24 heures au Cameroun? Normal. Méfions-nous quand on prend la parole sur la place publique à la question d'unité de mesure. C'est-à-dire quoi? Vous qui êtes un passionné de la Bible et lui qui est un professionnel de la pratique religieuse, vous savez pertinemment bien qu'il est écrit quelque part dans la Bible que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est-à-dire, il peut arriver que Dieu, quand nous on a passé 1000 ans, lui, il pense que c'est un jour dans son unité de mesure. Vous nous amenez où? Donc quand les gens disent souvent, vous verrez très vite où je veux en venir. Allez-y. Les gens disent souvent que depuis que Jésus est parti, là il n'est pas encore venu. On n'est qu'en 2025. C'est-à-dire 2 jours et quelques heures après, dans le temps de Dieu. Et vous l'attendez toujours? On a vécu 2000 ans sur terre. Mais on vous dit que pour Dieu, 1000 ans c'est un jour. Donc en fait, Jésus n'est parti qu'il y a 2 jours et quelques heures. Il faut l'attendre encore trop longtemps. Vous êtes épuisé. Mais Dieu vous dit que dans mon temps, à moi, ma mesure à moi, 1000 ans c'est un jour. Non, Jésus n'est parti qu'avant-hier. Vous me demandez de patienter encore? Le temps du DGSN certainement tient compte d'une autre unité de mesure. Qui est laquelle? Il nous a dit il y a quelques mois, bientôt même presque un an, que bientôt, là, dès décembre, on obtiendrait notre CNI en 48 heures. Sauf qu'il n'y a pas eu d'action concrète depuis son annonce qui nous prouve, qui nous montre même qu'il y a des chantiers allant dans ce sens-là. Dans son discours du 31 décembre, le chef de l'État également est revenu là-dessus. Il a dit qu'il avait instruit que rapidement ces questions soient gérées. Sauf, encore une fois de plus, que nous ne maîtrisons pas l'unité de mesure du temps du président. Combien un jour pour nous peut représenter pour lui? C'est la question qu'il faut se poser. Il a dit dans les jours qui arrivent, c'est ce qu'il a dit dans son discours. Tout à fait. Donc, les jours qui arrivent, peut-être que lui, dans sa conception, sa notion du temps, il est encore à 2 minutes après son discours. Peut-être. Parce qu'on est vers la fin du mois de janvier. On se serait quand même attendu que dès le 2 janvier, le 3 ou le 4 ou le 5, que des actions soient posées, soient menées, qu'on sente quand même que la question est en train d'être mise en priorité et que les actions sont en train d'être posées. Pour nous donner un brin d'espoir. Moi, je suis sans carte d'identité nationale et c'est très embêtant. C'est très dangereux. C'est-à-dire quand on me demande de nous présenter un contrôle de police, aujourd'hui nous fonctionnons avec... embarrassé, nous fonctionnons avec les déclarations de paix parce que les récépissés également... Je voulais dire que nous fonctionnons avec le visage. En fait, voilà. À mon niveau, vous êtes obligé de dire aux policiers que mon frère tape mon nom sur Google. Tu vas me... Vous êtes obligé d'en arriver là. L'essentiel tant que je sois identifiable, tapez mon nom, vous allez me retrouver. Tout à fait. Allez dans un motel, n'importe lequel, vous allez me retrouver. Le récépissé s'est fatigué, il n'est plus lisible. On a projeté tellement qu'il n'y a plus d'espace pour mettre un cachet. Tout à pour fait. Une nouvelle date. On colle souvent le papier. Là. Parfois, on ajoute un autre papier, on commence à faire le processus, sauf que ça se mouille même au cours d'une autre... C'est compliqué, Arsène. On ne s'en sort pas. Donc, le récépissé n'est plus à compter, on ne peut plus compter sur lui. Les progressions qu'on vous remplit le format, ensuite, il y a... Vous êtes obligé de faire une déclaration de perte pour voyager. Vous devez faire une déclaration de perte. Alors, vous attendez votre CNI. Mais vous déclarez que vous avez perdu votre carte d'identité nationale. C'est pénible, on ne s'en sort pas. Donc du coup, je veux bien
me poser la question qui est celle de savoir quelle est leur unité de mesure du temps. Combien de temps devons-nous encore attendre pour manipuler ces questions? La question de double identité n'est pas un véritable problème. Dans la norme des choses, dans la logique, la dernière identité est celle qu'on devrait attribuer à un humain. La toute dernière, pas la première. Si vous voulez échapper à une autre identité, c'est que vous vous rappelez de ce qu'elle vous rappelle. Ce n'est pas une pratique normale au Cameroun, mais elle accourt, elle est réelle, elle fait, c'est un fait. Comme Arsène nous disait, ce n'est pas une opinion. C'est une habitude qui est aujourd'hui une jurisprudence, des choses qu'on a constatées qui existent, qui sont faites. Et donc, il n'est pas bête de croire que la dernière identité d'un homme est celle qu'il a souhaitée. Et c'est elle qu'on devrait lui attribuer. Mais est-ce que quand on fait une CNI, dans le cas de double identité, attribue la dernière identité, fait sa CNI que ça sorte? Tout simplement. Qu'on évolue. Ce n'est pas si compliqué, on veut nous faire croire. Non, ce n'est pas vrai. Maintenant, pour ceux qui sont demandeurs seulement du fait qu'ils aient perdu leur CNI, la logique voudrait quand même qu'on leur dise au moins où ils en sont. Vous avez un cas de double identité? Du tout. Je n'en ai pas. Je ne sais pas ce que Sauf ça que veut ma dire. CNI ne sort pas. Qu'est-ce que ça veut dire, double identité? Nous parlions de notre pays qui a été transformé en un vaste réseau de marché. C'est-à-dire que c'est Parce un qu'ils sont boulevard. nombreux, les Camerounais, qui se posent la question. C'est un Ça veut même boulevard dire à quoi, avoir une double Et identité? c'est vrai. Vous Ça veut avez dire quoi? 50 000, je vous apporte votre carte d'identité demain. Demain. Vous avez le réseau? Pose 50 000 là, demain tu as ta carte d'identité. Voilà à quoi se résume le processus, non? Vous nous présentez ce processus ou vous l'avez vous aussi, Joseph? Je ne savais pas la DGSL, mais Ah, je te dis d'accord. que si tu déposes 50 000, Vous apportez? moi je sais comment je peux faire pour que tu aies ta carte, mais avec 50 000. Ben, Voilà. Aussi simple que ça. La mienne avait déjà fait 2 ou 3 ans. oui. J'ai juste feinté. Elle est sortie. Je n'ai pas donné. Oui. J'ai feinté. Parce que vous savez qu'on ne peut pas se plaindre de vous à ce niveau. Qui va venir m'arrêter que je lui donne l'argent? Parce qu'il veut me faire la carte d'identité. Donc, j'ai feinté. Dit, va porter plainte. Que je n'ai pas donné l'argent. C'est là ça. Maintenant, les gars connaissent déjà, tu payes d'abord avant que... Avant qu'on te donne la carte. Ça fait rire, mais ce sont des rires qui sont des C'est notre pleurs. réalité. Tout à fait, Arsène. Vraiment, tout à fait. on pleure. Qui sont des pleurs. Des pleurs masqués à ceux travers que- ce riz. C'est nos grands-parents qui sont en cause à faire, ont fait de notre pays. À l'époque, on nous disait que quand quelqu'un a les cheveux blancs, c'est l'âge de la sagesse. Tout à fait. Il a déjà atteint un âge où il n'a plus peur de rien, donc tu ne peux plus rien lui dire de nouveau. Donc même le corrompre, là, tu ne peux plus. Mais nos vieillards aux affaires sont les plus corrompus. La preuve en est que c'est systémisé. Le DGSN a plus de 90 ans. Comment il n'arrive pas à taper la main sur la table? En encore-t-il les moyens pour taper la main sur la table pour que le réseau qui est mis sur pied, quand tu donnes 30 000, tu attends une semaine. Quand tu donnes 40 000, c'est 5 jours. Quand tu donnes 50 000, c'est le lendemain. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, pour revenir un peu plus près, de manière précise, pour dire que les problèmes de double identité, comme je le disais, c'est également les pratiques du régime qui ont favorisé ça. Tout à fait. Comment Adam Oundam avait eu l'inspiration de coller les jeunes gens dans les années 90? On t'empêche de te présenter à l'examen pendant 3 ans parce que tu as eu 3 de moyenne, sous prétexte qu'on fait la promotion de l'excellence. 3 ans, tu ne composes pas. Moi, je me rappelle, je devais être en classe de 6e ou 5e. Et on ne te colle pas à l'examen. Hein. Dès qu'au premier trimestre, tu as moins de 5 de moyenne, tu es collé. Tu es collé, tu ne vas pas composer cette année, tu attends encore 3 ans. J'ai vu une cuisine, j'ai regretté, mais moi qui a posé les mains sur la tête et pleurait. Parce qu'on l'a collé. Du coup, donc, les gens ont cherché des couloirs. L'autre raison que les gens ont avancé, c'est que il y a eu 1 ou 2 décennies de sacrifices, il n'y a pas eu de recrutement à la fonction publique, le Cameroun étant donc un État néocolonial où l'accès à la fonction publique au matricule est comme la ligne d'arrivée de tout jeune étudiant ou diplômé avec seulement des ambitions carriéristes. Maintenant, si on veut résoudre le problème des 3,5 millions, qu'on donne l'identité à la dernière, parce qu'il n'y a pas beaucoup changé
des papiers. Aujourd'hui, ils travaillent avec des nouveaux papiers. Ils ont fait des études, mais ils n'ont pas de carte d'identité. Ils n'ont que ce récépissé-là. Pour ce qui est donc de la carte d'identité en 48 ans, je pense que c'est une question de volonté. Si le passeport est à 110 000 et coûte maintenant, est établi en 24 heures, en 48 heures, autant pour moi, on a augmenté les frais d'établissement de la carte d'identité. Je crois qu'aujourd'hui, ça dit sur 15 000, c'est plus trop combien. Mais qu'on fabrique les identités aux gens. Mais qu'on ne se voit pas ce qu'on a vu en Gaoundé où un individu se retrouve avec des paquets de carte d'identité. Mais là, c'est beaucoup plus facile. Ou bien quand une élite débarque au village, les gens viennent parfois déclarer sur le nom, parfois venir avec des anciens récépissés ou des anciennes cartes, et puis une semaine après, l'élite vient leur distribuer les cartes. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent avec les cartes d'identité? Alors ici, dans ce village, il y a dans ceux qu'on appelle entre guillemets les opposants. On va confisquer le carte d'identité. Tout à fait. Donc, c'est une situation regrettable. J'ai lu un communiqué il y a une semaine ou deux où le DGCN disait que ceux qui sont en situation de d'identité, qu'ils le saisissent par requête et ils auront le carte d'identité. Je pense peut-être que c'est par rapport à ça, ou bien les chiffres et les statistiques ne demandent pas, où on parle de 3,5 millions et que chaque Camerounais est au courant de ça et qu'il va rédiger sa requête. Et dans les 2 semaines ou 3 semaines qui suivent, il aura sa carte d'identité. Julien, c'est avec vous, on va sortir de ce sujet. Comment rassurer les Camerounais de ce qu'à l'avenir, finalement, ils auront leur carte? Vous voyez, j'ai de la peine même à parler de ce sujet parce qu'on est habitué, finalement, à vivre sans identité. Marchons, nous errons dans les rues des grandes métropoles lorsque nous voyageons. Si nous autres, nous avons la chance aussi peut-être de se présenter à travers notre visage, les autres n'en ont pas. Finalement, je harcèle. Comment s'y prendre? Que faire? Où aller? Là, je crois que vous posez des bonnes questions finalement. Quand vous avez posé la première, j'ai éclaté de rire quand vous demandiez comment faire pour rassurer les Camerounais. Non, c'était une question déplacée à la limite. On ne peut pas rassurer les Camerounais dans le contexte actuel avec ce régime. C'est impossible. Il n'y a rien. Pas d'espoir, il n'y a rien. Ce qu'on peut faire, c'est dire aux Camerounais d'être patients, de s'armer de patience et surtout de reconnaître qu'ils n'ont que le régime qu'ils méritent. Ça aussi, il faut pouvoir le dire aux Camerounais parce que nous sommes responsables tous, autant qu'on y est de ce qui nous arrive. Si on était un peuple de décision, il y a bien longtemps qu'on aurait viré ces dirigeants. Bien longtemps qu'on aurait viré ces dirigeants. Donc, je pense que les Camerounais n'ont que les pouvoirs publics qu'ils méritent, les Camerounais n'ont que les dirigeants qu'ils méritent et ils devraient pouvoir l'assumer. Maintenant, si un jour ils pensent qu'ils méritent mieux, il y a un rendez-vous avec leur propre histoire. En octobre 2025, c'est l'occasion de sanctionner le gouvernement. Je vous dis encore, ce gouvernement est plus fragile, beaucoup plus fragile qu'il ne veut le laisser voir ou croire. Donc, à une simple élection, vous le balancez en quelques secondes et puis c'est fini. Il y a des sanctions qui sont telles que mettez n'importe quelle machine en œuvre, vous ne nous en sortez pas. Ça, c'est quand un peuple décide de voter sanction. Et ça peut être possible au Cameroun. C'est vers là qu'il faut tendre. Malheureusement, vous avez des Camerounais qui vont vous dire, oh, ça ne vaut pas pour lui, on va même voter qui? On vous présente Maurice Kamto, on dit que c'est un traître. On présente Cabral Libye, on dit que c'est un traître. Voilà les débats dans lesquels Camerounais se sont... Où et quand ils ont trahi. Ou même, traître de quoi? Traître de quoi? Mais voilà justement la réussite du système en place. Construire cette bêtise dans la tête des Camerounais. Et ils se plaisent là-dedans, à faire des débats sur la toile entre Cabral Libye et Kamto, comme si c'était ça le combat qui nous intéresse. Le combat, c'est Paul Biya. C'est lui et son système qu'il faut faire tomber. C'est lui qu'il faut sanctionner dans les urnes. Tout à fait. Malheureusement, s'il y a des distractions au quotidien, non, qu'on supporte ce qui nous arrive, au même temps qu'on ne prend pas nos responsabilités à main, qu'on le supporte. Nous n'allons pas venir vendre nos projets sur ce plateau parce qu'il faut plaire à 2 ou 3 Camerounais. Non, vous méritez ce qui vous arrive. Les CNI ne sortiront. On va tous galérer au poste de police. D'accord. La différence, c'est que nous, je peux galérer, mon nom tape mon nom sur Google, on me reconnaît. Restez net dans cette position, la personne ne mourra pour vous. Ça, c'est sûr. D'accord. Merci. Oui, Joseph Arsène. Non, juste pour dire que c'est des données, mais pour enchérir, pour dire que... Sauf que parfois, le fait de vouloir enchérir, vous le faites pendant 20 minutes, Joseph Arsène. Mais si j'en ai les capacités de faire dans... D'accord, allez-y en 2 secondes. Vous en avez également les capacités. Si tu avais une question, j'emballe une fois. Non, pas de question. Alors, on va donc évoluer. Peut-être aussi, il nous reste exactement 7 minutes. Vous voyez que le temps va très vite. Joseph Arsène Batchogo, vous allez permettre donc que nous puissions... Moi, c'est 45, on refond. Justement, l'émission s'achève à 52. Il reste 7 minutes. Le directeur des programmes... Donc, je prends donc 1 minute.
Non, 1 minute 7. Oui, bon, 30 secondes, si tu veux, pour dire donc finalement que je partage cet avis de Jules pour dire que lorsque le riz est 1 kilo à 1000 francs, le macaron 1 kilo à 2000, Oui. les vendeurs, le boutiquier du quartier ou le gars qui a sa poissonnerie ne va pas dire que bon, toi, montre ta carte du quartier de pêcher, toi, tu te vends à 500. Bon, l'autre là, comme il n'a pas la carte du parti, je lui vends le riz à 1000 francs. Il n'y en a pas ça. Quand tu arrives à la station-service, on ne dit pas, bon, ceux qui ont les cartes du parti, vous consommez le carburant à 400 francs. Ceux qui n'en ont pas les cartes du RDPC, qui ne portent pas le pain, qui ne portent pas le pain, on leur vend à 840. C'est clair. Les mêmes difficultés s'appliquent à tous. À ceux qui jouent à la sorcellerie, parce que c'est ça la sorcellerie. C'est clair. Tu avances les choses que tu ne connais pas. Tu t'as quand on te les traite, tu t'as quand où et quand ils vont te traiter. Et à ceux qui ne dénoncent pas Et les ils t'ont sorciers. trahi. Quand et en quoi t'ont-ils trahi? Prendre tes responsabilités, assumer ton devoir civique. Moi, je dis même, ceux qui refusent d'aller voter, qui sont les chrétiens, commettent un grave péché. Parce qu'ils sont complices des souffrances du peuple. Ils actent pour que le peuple continue à souffrir et à misérer. Et reste à la maison, ne pleure donc plus jamais. Tu dois donc fermer ta bouche pour ne plus pleurer. Mais nous pensons que les Camerounais ne sont pas aussi sots, aussi bêtes que ça. Et que la mobilisation multi-acteur qui est lancé aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique PCRN MRC. Il s'agit d'une affaire de citoyens camerounais. Quand les évêques, les prêtres lancent la mobilisation, moi j'ai été avant-gardiste dans cette dimension-là, sur le plan professionnel. Je l'ai dit, les chrétiens du Cameroun sont comptables de la misère et de la souffrance. Dieu va les punir s'ils ne se lèvent pas pour pouvoir inverser le destin du pays. Le message est passé. On a plus de 20 Joseph millions Arsène Batsogo. de chrétiens. Et c'est bien sûr à ce nombre de 20 millions de chrétiens qu'il faut adresser un message Bien particulier, sûr. un message relativement, ou alors concernant au sujet des droits civiques. Les droits civiques. Voilà, nous allons en parler justement. Qui n'ont rien à voir. Dans le cadre de cette rubrique Bon à savoir, je vous invite justement à déguster une légère transition tout en rappelant que l'audience justement du mouvement pour la renaissance du Cameroun a donc bel et bien commencé. Depuis 11 heures, ils sont bel et bien au hall du Palais des Congrès. On peut avoir certainement une image pour confirmer à l'ensemble de la presse de ce que vous y êtes conviés massivement. La presse est bel et bien conviée à cette audience-là. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une légère, voilà, comme je le disais donc à l'écran, on peut voir Serge Alain. L'audience est publique. L'audience est publique, bien évidemment, comme on peut le Super. voir justement à l'antenne. J'aperçois la Serge Alain Zébou, très présent dans des environnements aussi importants comme ceux-ci. On va prendre la légère transition pour revenir parler cette fois-ci de bon à savoir. Et là, on parle des devoirs civiques. Qu'en est-il concrètement? À tout de suite. Les devoirs civiques, Julie Arsène Diop, dans le cas de la rue Bon à savoir, que peut-on retenir finalement? Est-ce que les jeunes, la population camerounaise, surtout que nous sommes dans la semaine du bilinguisme plongé, la semaine de la jeunesse et bien d'autres, est-ce que vous avez l'impression que les devoirs civiques sont encore véritablement respectés, bien pour Non, par les jeunes? absolument pas. Voilà, absolument pas. C'est un autre problème systémique. Absolument pas, absolument pas. C'est justement là les anomalies systémiques que je Ouais. dénonce tout le temps sur ce plateau. Tout à fait. Autant on a Ouais, de je me suis droits, déjà habitué à cette formule. voilà, autant on a de droits, autant on a de devoirs. Ça aussi, il faut le dire. Mais l'éducation civique a disparu depuis très longtemps. Et dans nos disciplines scolaires et dans tout le reste, malheureusement, on a perdu les disciplines comme la morale à l'école publique, à l'école primaire. Vous voyez que beaucoup de mécanismes sont mis en œuvre pour qu'on, malheureusement, n'instille pas finalement ces droits civiques-là dans la tête des jeunes. Vous demandez à un jeune aujourd'hui quels sont tes droits. Il pourrait vous, je veux les devoirs, il pourrait naturellement vous citer ses droits, mais il aurait de la peine à vous citer ses devoirs à lui. Donc du coup, moi je me dis, Romaric, il faut repenser le système éducatif, il faut faire de la revendication des droits une équivalence à celle des devoirs. Malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas au Cameroun. Donc quand je dis qu'il faut revoir également notre citoyenneté, c'est une véritable préoccupation. Autant on a de droits, autant on a de devoirs. Et je pense que les devoirs devraient même être plus revendiqués que les droits. On atteint un niveau au pays où il faut plus apporter au pays que ce qu'on attend du pays, malheureusement. Il faut absolument arriver ou aboutir à ce niveau-là. Merci, Jules Arsène, Joseph Arsène Batsogo. Est-ce que vous avez l'impression que les droits sont encore pris à bras le corps par les jeunes Camerounais aujourd'hui?
des dérives, des déviances, plusieurs autres anomalies qui témoignent à suffire que les devoirs civiques ne sont plus compris. Non, les gens, beaucoup de jeunes aujourd'hui pensent que la vie, la société est un vaste étendue, on dit quoi? Une vaste étendue. Oui, une vaste étendue. Sans limite, où on peut aller dans tous les sens et dans toutes les directions, sans jamais trouver une plaque stop. Non. La vie est faite d'équilibre et des règles. Et pour que la société continue à fonctionner, les uns et les autres ont des devoirs. Et tout à l'heure, nous parlions d'un devoir civique. C'est-à-dire c'est une responsabilité morale qui consiste à donner ton opinion. Ne pas donner son opinion, ne pas donner son avis et laisser que les autres décident en tes lieu et place de venir te plaindre est un grave péché. Que Dieu punit. Il faut bien que ces jeunes comprennent qu'il y a des devoirs vis-à-vis des parents. Il n'y a pas que des revendications. Il y a des devoirs vis-à-vis de la société. La société des hommes est un construit, est un ensemble d'efforts conjugués dans le sens de la vertu et du bon sens. Pour que ayez l'équilibre, pour que baisse la pratique de l'injustice sociale, pour que le sentiment de marginalisation, d'exclusion, de discrimination peut-être ne disparaisse pas complètement, mais qu'il soit réduit à sa plus simple expression. C'est pour ça qu'on parle des devoirs. Le devoir d'assister ses parents quand ils sont vieux, le devoir de faire des devoirs, des tâches à la maison. Parce que lorsque tu vas manger, tu dis que tu as droit à la nourriture, mais il y a un devoir qui accompagne. Celui de laver les assiettes, celui de participer à la cuisine, par exemple, celui de faire de la propreté. Les mêmes devoirs qui sont assignés aux jeunes au sein du domicile sont également les mêmes devoirs requis au niveau du champ social, au niveau de l'espace public. Et c'est pour ça donc que même quand vous devenez majeur et que vous décrochez un emploi, que ce soit l'administration privée ou publique, vous avez le devoir. Là, vous avez même, on parle d'obligation de bien faire, de travailler bien selon les règles et d'être ce que Martin Luther King avait dit, que si tu es un balai de rue, balai si bien la rue à l'endroit où on t'a placé, en sorte que le jour où tu n'es plus là, que les gens se souviennent qu'il y a ici, il y a vécu un grand balayeur de rue. Ça n'est qu'à nous. Merci pour cette analyse, Joseph Arsène Batsogo, mesdames, messieurs. C'est donc avec cette analyse que nous allons sortir de ce programme. Il est exactement 11h53. Monsieur le directeur des programmes, désolé pour les 1 minute de plus consommée dans le cadre de cette production. À vous, on vous dit merci d'être passé par ici. Merci. À demain pour un autre rendez-vous. Merci à Joseph Arsène Batsogo, tout en rappelant à nos téléspectateurs que notre invité spécial, bien sûr, sera une figure très importante du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Sa présidente sera des nôtres ce vendredi pour parler avec nous des questions liées relatives même à la semaine du bilinguisme et même à la semaine de la jeunesse qui s'annonce en grande pompe. Merci à tous pour cette attention particulière. Merci à la grosse équipe de production derrière la baie vitrée Nicolas Abessolo, assisté bien sûr par notre jeune stagiaire, le stagiaire pas de Eric Dikongue, qui lui également tient les mains de maître de cette console technique dans ce studio face aux caméras. Bien sûr, mon homonyme Franck avec ses qualités des nôtres. Merci à Rennes Christelle Tigniem pour la coordination. L'honorable François Biba a donc continué de superviser et de manière magnanime et avec beaucoup de dextérité cette autre édition d'Horizon Média demain lorsqu'il sera 10h. À bientôt.